Salutations, bienvenue dans DCP, du ciné et des potes. Votre émission bimensuelle de cinéma avec votre équipe composée de Fred, Julien, Jérémy et moi-même Owen. Mais aussi, vous commencez à le connaître. Il est rodé, c'est un peu le 5e homme chez DCP. Arrête, tu faut pas me flatter comme ça là, sinon mon ego il devient très gros. C'est son 3e passage chez nous, c'est Bassem qui vient nous accompagner pour cet épisode. On commence à être rodé chez DCP, on commence la saison avec un récap de l'été, et puis après on arrive en septembre, et qu'est-ce qu'il y a en salle ? Pas grand-chose. Donc là on va innover, on cherche des idées, et au ciné, Fred m'a traîné voir Exit 8, un film à concept japonais, et la Illumination. Faisons un épisode entièrement consacré au principe du film Concept. Alors par contre, vous savez qu'en fait, Exit 8, un c'est jeu vidéo de base. Ouais. Et j'ai appris ça aujourd'hui. Oh merde. Et je me suis dit, mais on est con. Pourquoi on n'a pas fait un épisode genre cinéma jeu vidéo comme la On l'a dernière fois déjà fait, donc oui. Ouais, mais voilà. On varie. On va. Et d'ailleurs, juste pour les besoins de cet épisode, j'y ai joué. Ah. J'ai joué à Exit 8 et Platform 8. Donc il y en a un qui se déroule dans le couloir là, Ouais. et l'autre qui se déroule dans un métro. Ok, tu nous en parleras après, mais Ouais. visiblement l'invité a plus fait ses devoirs que tout le monde autour de cette table. Exactement. On commencera donc l'épisode avec une discussion autour du genre du film à concept, donc on va déterminer les contours du genre, les limites aussi. Ensuite on va parler chacun assez brièvement d'un film à concept intéressant selon nous, et on terminera le dossier par la critique d'Exit 8. Il y aura aussi ensuite quelques rattrapages, donc Pris au piège de Darren Aronofsky. C'est tout ce qu'on a en rattrapage. Après, moi, je suis allé voir en première ligne un film allemand, mais je sais pas quand il est sorti. C'était récemment. C'était fin août. Ah oui, et 21st Exit. Et Escape from the 21st Century. Ce début d'épisode est très laborieux. Exactement. Vous êtes pas prêts là en fait. Si on est prêt. Ah, Allez, let's De go. mythos. Le film à concept. Moi, ce que j'ai prévu, c'est 3 petites pistes, 3 pistes de questions un peu pour comprendre notre perception en fait du principe du film à concept. Mais déjà, tu vois, t'as dit le genre. Mais en soi, c'est pas un genre. Un Bah film à c'est ça concept. aussi. Je l'ai noté entre guillemets. Parce que pour moi, un genre, ça va induire qu'il y a une forme narrative. Il y a des trucs, des trucs qui vont se répéter, tu vois. Là où le film à concept, c'est une forme visuelle, tout simplement. Visuel ou Et narratif. sonore. Et aussi narrative. On fait plein de trucs. C'est formel. C'est ça, c'est pour ça que c'est pas un genre, parce que normalement, un genre, t'as des codes que tu dois retrouver dans Exact. chaque film qui se disent de ce genre-là, alors que les films à concept, ils peuvent être de tous les genres possibles en fait. C'est ça. Donc, Mais justement, le film à concept, c'est le film qui va imposer un code qui est entre guillemets original, une règle, et que le mais but, sur un genre déjà existant. plus ou moins, et le but, ça va être de se tenir à cette règle. Donc ça peut être un film en plan séquence, ça peut être un film en POV. Ouais, mais tu vois, là, tu parles de forme visuelle. Alors que là, pour moi, un genre cinématographique, c'est pas qu'une forme visuelle, tu vois. Ouais. Les genres, on connaît, l'horreur, le mélodrame, le thriller, le policier, tu vois. Mm. Là où, pour moi, un film à concept, oui, ça va être une forme visuelle, et dans certains cas, des petits jeux de narration, effectivement, avec des procédés narratifs, mais c'est pas pour moi un genre. Donc ce serait Ce serait plutôt une forme. Une forme, Ouais. une L'étiquette. forme visuelle, ou sonore, ou une forme en tout Ouais. cas. Donc l'étiquette film à concept, c'est une forme, c'est une étiquette, c'est une couche Exactement. supplémentaire, mais un genre déjà existant. Voilà. Par exemple, moi, j'arrête pas de vous bassiner avec le screen movie, et à chaque fois je dis genre, mais en soi, screen movie n'est pas un genre. C'est un sous-genre. Même pas, c'est aussi une forme visuelle. Ouais. Parce que le screen movie, ça peut être très bien un slasher, ça peut être très bien une comédie avec play, tu vois, donc pour Mais moi, tu vois, ça après, reste des formes. Après, c'est un débat sans fin, parce qu'on pourrait dire le road movie. Le road movie, est-ce que c'est un concept ou est-ce que c'est un genre ? C'est vrai. Après, le road movie, ça a quand même ses codes. Ça a ses codes, ça a des archétypes, ça a une esthétique et tout. Du coup, on peut considérer le road Mais movie. on pourrait dire comme que le screen movie, à force d'être utilisé, plus qu'une forme devient un genre à part Oui, entière. bien sûr. Et- Alors moi j'avais noté du coup 3 récurrences de films à concept, c'est-à-dire des cadres dans lesquels tu retrouves le plus souvent des films à concept, c'est-à-dire le plus souvent ça va être dans des films d'action, tu vois, ça peut être un truc comme Hypertension, Mhm. où c'est Jason Statham qui se réveille et genre s'il a pas une dose d'adrénaline, et ben son cœur va s'arrêter. Speed en soi, est-ce que c'est pas. Speed, un bah film justement, je l'ai concept noté comme film à concept. Ouais, mais genre Hypertension, moi c'est juste le pitch de base qui en fait le concept. C'est pas la mise en scène, c'est juste l'idée de base du film qui fait tout le concept. Mais Donc c'est la pas narration. pour autant. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas pour autant que dans la mise en scène, je trouve que c'est un film concept non plus. Bah, Hypertension. Si justement, puisque tout le principe c'est d'avoir un film survitaminé au même titre que son personnage. Ouais, mais j'ai vu des films plus survitaminés alors qu'ils s'en vendent pas quoi. Du coup, les films de John Woo, c'est tous des films concept, par exemple, parce que c'est aussi hyper cuté, ça va dans tous les C'est sens. plus tu un vois. style du réel. Ouais, c'est un style de. Là, c'est un auteur, car on peut dire c'est un auteur. Et Speed, c'est un film à concept. En fait, pour moi, on pourrait parler d'un film à concept à partir du moment où tu as, comme tu disais, une règle ou une forme, mais qui vraiment trace avec ce qu'on voit habituellement au cinéma. C'est-à-dire que quand tu le vois, tu sais que c'est
unique ou que ça obéit à quelque chose qui est pas récurrent D'accord. dans le monde du cinéma. Donc il suffit pas d'un pitch d'action original pour que ça soit un film à concept. Pour moi, ouais. Moi, c'est vrai que je suis toujours resté sur la forme visuelle. D'accord. J'ai moins regardé Je la pense qu'on retient surtout du film à concept, son concept entre guillemets, plus que le reste. D'accord. Mm. Deuxième récurrence, film d'horreur. Là-dessus, je pense que vous allez pas me contredire. C'est-à-dire que beaucoup de films d'horreur sont Yeah. des films à concept. Ouais, Parce que c'est un moteur pour travailler l'horreur. c'est Mais ça. oui, Genre The Descent. Mm. Bah du coup, tous les screen movies dont tu me Tous les parlais. screen movies, Destination Finale, d'une certaine manière, est un film à concept. Voilà. avec l'idée de Tous de les morts fan qui se footage. répètent. Ouais, tous les fan footage ou Et dernière récurrence, en général, c'est aussi des premiers films de réalisateurs. ah, c'est ça, j'avais pas remarqué. T'as des exemples? Ah, Tu lui as non, posé mais une genre- colle là? Typiquement, les premiers films de Nolan, hein, c'est des films à concept. Mais même tout ça là. Bah même le premier, Ah ouais, C'est Following. intéressant. C'est qu'en gros, pour toi, les réalisateurs qui commencent par des films qui ont peu de budget, ils vont plus miser sur la conception visuelle du film Ouais, c'est qu'un film bien poussé et bien produit, quoi. C'est ça? c'est sûr, le manque de budget pousse la créativité. Ça, Exact. c'est- Bah, c'est on pense connu. à Aronofsky avec Pi, peut-être. Oui. Et là, j'en ai un, Canine, de Yorgos Lanthimos. C'était pas son premier? Bah si, justement. Non, C'est mais pas son premier, Justement, c'était plutôt l'inverse que je voulais faire. C'est pas son premier. Non, c'est pas son premier film. Ah zut, oh, zut. T'as Mais vraiment- après, par contre, il peut rentrer dans le cas du film à concept. Mais après, d'une certaine manière, on aurait pu sortir en notre occurrence le huis clos. Il y a eu Mm. tellement de huis clos que pour moi, tu mets un huis clos, c'est pas un film à concept. Ou alors il faut que dans ce huis clos, il y ait vraiment un truc particulier comme. Par exemple, La Corde de Hitchcock. On pourrait dire que, en tout cas, pour son époque, dans les années 40, Oui. c'est un film à concept. C'est vrai que ça dépend aussi de l'époque, ça c'est intéressant. Après aussi, je pense que les films à concept, c'est des films qui... Par exemple, je sais pas, moi ça me fait penser à Alien par exemple. Alien, c'est un film d'horreur qui a été fait dans l'espace. Et à l'époque, il y avait... Enfin, c'était le premier film d'horreur à être fait dans l'espace. Et après, genre peut-être c'est un concept au début, mais après, genre à force, quand il y a d'autres personnes qui font un truc similaire, comme par exemple avec le huis clos, bah à la fin ça devient un style à part entière. Et je pense que juste le concept, c'est peut-être quelque chose d'innovant, quelque chose qui a jamais été vu. Puis après, si les gens le reprennent, bah, ça devient un style à part entière. Exactement, par exemple, tu parlais du fan footage. À l'époque, quand il y a eu le projet Blair Witch, où il y a déjà eu des fan footage avant, que c'était des films à concept. Cannibal Holocaust est un film concept. Et le fan footage est tellement démocratisé que c'est devenu un genre. Mm. Ou une forme visuelle, ou en tout cas un truc qui est plus du concept en fait. Un peu comme l'idée du screen movie Exact. dont on parlait tout à l'heure. Qui se répète de plus en plus, on a de plus en plus, on connaît peu à peu la forme. Et donc pour moi, ça devient c'est plus vraiment un concept quand ça devient la norme en fait. Donc du coup, si on veut résumer ce qu'on dit là, donc les films concept seraient des épiphénomènes qui engendreraient par la suite des genres à part entière. Des genres, des Des sous-genres, genres, ou des sous-genres tout simplement une forme visuelle. ouais. En tout cas, ça peut dépendre. Si le concept est intéressant ou pas. Ouais, après, je repensais à l'idée d'Alien, mais là où moi, le terme, parce que c'est un terme ultra large, film à concept, comme on l'a dit, c'est vraiment que quand tu penses à un type de film, tu le réduis vraiment à son concept. Je pense que Alien, tu vois, c'est pas vraiment un film concept dans le sens où ça va bien plus loin qu'un simple film d'horreur Oui, dans bien l'espace. Parce qu'après, ça a été quelque chose, après, c'est un pionnier. Mais tu vois, là, je pensais récemment, par exemple, Vincent doit mourir, dont on avait parlé anciennement. Quand tu penses à Vincent doit mourir, tu penses vraiment juste son concept de base, un homme qui se fait agresser sans aucune raison. Donc du coup, c'est des films qui se... je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est des films qui se vendent très bien en termes marketing. C'est juste ça en fait. Est-ce qu'un film concept, c'est un film qui se vendrait pas super bien en termes marketing parce que le pitch est tout simple mais compréhensible par tous et vraiment super vendeur. Est-ce que Brise de Nice 3 n'est pas un film concept? Juste dans le fait d'avoir cassé le 2. C'est du marketing en soi, tu vois, mais après le film reste un film Brise de Nice. Moi j'ai une question par rapport à Quentin Dupieux. Parce que Quentin Dupieux, en soi, chaque pitch qu'on te vend et chaque façon de vendre le film, c'est tout le temps sur son concept. C'est un peu de oui. Moi, je trouve que Dupieux, ça rentre dans la case film concept. Mais du coup, c'est un cinéaste de concept. Oui. Et est-ce qu'on peut appeler ça donc un... Est-ce qu'on pourrait trouver d'autres réalisateurs qui sont des cinéastes de concept? Gaspard Noé. Ouais. Ah oui, et du coup, Ah. Love. Parce que Love, le concept de Love, c'est de Ouais. faire un film d'amour En 3D. slash porn Enfin, en 3D. Est-ce que c'est Ouais. un concept? Est-ce que ça Bien suffit? sûr. Bah, Enter the Void aussi. Bah, de toute façon, genre, chaque film de Gaspard Noé, tu mettais un à elle concept. seule, genre, Mm. à part sur Contre tous, mais encore, il y a des Bah, aspects- si. Enfin, si, ouais, si, Seul ouais, contre c'est tous, vrai, c'est un énorme concept. Ça reprend l'idée que t'as une voix off Oui. d'un narrateur qui dit tout ce qui lui passe Mm. par la tête. Mm. Et ça, c'est. Et bah, fort. Irréversible, c'est un Rape and Revenge film en plan séquence, film à l'envers. Enter the Void, c'est un film qui questionne tout ce qui est le point de vue, tout ce qui est même aussi sur la vie après la mort. En plus, j'allais en parler en plus juste après dans les films à concept à voir. Et Love, c'est un film d'amour. J'aime pas dire pornographique parce que c'est pas un film qui respecte les codes de la pornographie. Érotique, peut-être plutôt. Érotique, voilà, genre Oui. en 3D. Lux Aeterna, c'est un film
T'as ton qui part en couille qui filme en split screen, c'est pareil pour Vortex. Non, c'est un film qui veut te donner une crise d'épilepsie, là, que c'est Tarno. C'est aussi, ouais, concept. Et le climax, c'est un huis clos. En fait, c'est un mélange de tout ce qu'il a fait auparavant. C'est un huis clos qui part totalement en couille. Climax, le concept que j'avais beaucoup aimé dedans, c'est que je pense un tiers du film, c'est de la danse et de la chorégraphie. Oui, mais qui voilà, est séparé du film et qui est génial. Moi, j'adore ce moment-là. Mm. Donc pour moi, c'est le concept. Et à chaque fois, il y a toujours une mise en scène qui va avec dans chaque film de Noé. Et le prochain film de Noé, c'est de faire un film pour enfants. Ouais. Donc là, je pense qu'il n'y a pas plus film concept que ça. Genre. Ok. Peut-être en guise de conclusion, c'est aussi peut-être le défaut du film concept, parce que vu qu'on dit qu'on reconnaît un peu le film concept au fait qu'il se réduit à son concept, c'est aussi un peu les défauts souvent de ces films, c'est d'être réduit qu'à un concept et au-delà de leur proposition originale, de leur forme ou de leur mise en scène particulière, de pas forcément proposer autre chose. Ça va être une bonne transition pour la suite, parce que c'est pas la fin du dossier, parce que maintenant on va présenter chacun un film. On a 5 films, et justement ça va être l'occasion de questionner est-ce que ces films posent un cadre suffisamment défini et parvient à renouveler, à rester cohérent pendant 1h30. Voilà, c'est la question. Vous allez nous présenter des films à concept. J'avais écrit Fred en premier, mais... je suis chaud. Et bah vas-y. Ça, c'est parfaitement dans la ligne de ce que tu viens de dire. Ouais. Donc moi, j'ai choisi de vous parler de We Are All Going to the World's Fair. C'est très long comme titre. C'est un film qui m'avait beaucoup attiré par l'affiche. On y voyait une jeune adolescente maquillée d'une espèce de crème verte. Et on pressentait en fait que c'était une espèce de screen movie parce qu'on voyait que l'adolescente était sur un écran d'ordinateur. Et du coup, j'ai lancé ce film et je m'étais un peu fait une idée found footage, screen movie un peu horrifique, mêlé à tout ce qu'on connaît d'internet, la culture du web, de l'horreur, des creepypasta. Et en fait, j'ai été vraiment surpris par le film parce qu'en gros, le film a un concept effectivement qui est de montrer donc, des personnes qui dialoguent sur internet à partir d'un écran d'ordinateur. Mais à côté, on sort très vite de ce concept et on tombe vraiment dans un truc très émotionnel qui n'est pas forcément lié à ce que je m'attendais. Dans We Are All Going to the World's Fair, vous suivez Casey, une jeune adolescente qui participe à un challenge sur internet qui est une espèce de challenge où tu te piques le doigt, tu regardes un écran un peu bizarre et en fait tu rentres dans une espèce de transe et en gros tous les utilisateurs sur YouTube ils filment une espèce de journal quotidien où ils essayent de montrer comment ils se transforment peu à peu en une sorte de monstre. Bref. Et donc il y a énormément de vidéos qui passent, des vidéos qui rappellent énormément le YouTube des années 2010, des trucs un peu flippants, des personnes qui dansent, vraiment tout ce qu'on a pu voir sur YouTube en fait. Donc c'est vraiment un film de la culture de YouTube. Et peu à peu en fait, on n'est pas forcément que dans les vidéos comme le found footage ou le screen movie, vous savez, où les acteurs eux-mêmes se filment ou eux-mêmes sont les opérateurs. On n'est pas que dans ça en fait. Et des fois, vous avez en fait une caméra extra-digétique, comme n'importe quel film, qui va filmer des personnages dans leur maison en train de faire leurs vidéos. Et du coup, ce que j'ai bien aimé, c'est que quand on passe à ces caméras-là, on comprend que le film, il a vraiment un point de vue. C'est pas que le point de vue des personnages, c'est vraiment le point de vue de leur solitude. Parce qu'à côté de ça, on a des personnes qui créent des contenus, qui participent à ces challenges, qui sont faux. Hein, finalement, le film l'assume, il dit que tout est faux. Mais on comprend vraiment que c'est juste des personnes solitaires qui s'ennuient à mourir et qui essayent de communiquer via Internet, en fait, en créant des contenus. Et du coup, tout le film balance vers ça. Et j'ai trouvé ça hyper touchant. Parce que du coup, dans le film, vous avez Casey qui vit une grave dépression. On comprend qu'elle a un père qui est peut-être un peu violent, qui pas physiquement, mais verbalement en tout cas. Et elle communique avec un autre homme dont on révèle l'identité, qui se trouve être un homme qui, lui aussi, est seul, qui est un peu plus âgé, qui a la quarantaine, cinquantaine. Il y a un truc, une espèce de dialogue qui existe entre les deux et que je trouve assez touchant, où lui, dans sa solitude, il essaye de créer du contenu et d'essayer de dialoguer avec des gens, mais en même temps c'est un peu gênant, quoi, tu vois. Et donc voilà, je dirais que, comme tu disais Julien, c'est un film qui, moi, m'a donné envie par le concept. Je m'attendais vraiment à voir une espèce de Inside, je sais pas si vous voyez le film de Bob Burnham, qui en fait est une comédie musicale où un homme se filme tout seul chez lui et qui utilise plein d'artifices. J'attendais vraiment un film comme ça, et en fait pas du tout, c'est vraiment, ça tourne vers l'émotion et ça part du concept et ça devient un film vraiment touchant. Qui a créé le film ? Alors j'ai oublié le nom, c'est une réalisatrice qui a réalisé récemment I Saw the TV Glow, qui est un film à 24 qui a pas mal fait parler de lui, qui est déjà toujours dans la même veine en fait, d'écran, de relations entre des personnages avec le numérique, quoi. Donc c'est un film produit par A24, celui-là aussi ? Je crois pas, non. Le premier film qu'elle a fait par A24, c'est le dernier là, I Saw the TV Glow. Ok. Mais avant c'était juste à partir d'une web-série et elle a fait un petit film petit budget, vraiment. C'est peut-être aussi un argument dont on peut parler. Peut-être les films concept, c'est des films justement petit budget qui donnent tout sur la forme parce qu'ils n'ont pas moyen d'accentuer leur mise en scène ailleurs avec l'argent, en fait. Les premiers films de réalisateurs ou plein d'autres trucs. Le nom de la réalisatrice, du coup, c'est Jane Schoenbrun. Voilà. Ok. Schoenbrun. Julien,
Moi, je vais vous parler de Un jour sans fin d'Harold Ramis. Donc, c'est le concept qui est très connu, qu'on voit beaucoup, c'est le concept de la boucle temporelle. Et je pense qu'Un jour sans fin, c'en est le plus iconique. Genre, c'est assez connu. Et en gros, pour résumer, c'est l'histoire d'un homme qui se réveille et qui vit la même journée en boucle. Et justement, quand on parlait de ce mot de concept, ce qui est intéressant quand tu as la boucle temporelle, c'est de savoir qu'est-ce que peut faire une personne sur la même journée, quel impact ça peut avoir sur son comportement, sur sa vie, et comment le film peut tenir. Je crois qu'il dure un peu plus d'1h30, Un jour sans fin, 1h45 peut-être. Comment le film peut te tenir 1h45 sur juste une boucle et plein d'événements, plein de personnages que tu vas revoir et revoir sans devenir répétitif. Et je trouve que Un jour sans fin, c'est pas pour rien que c'est le film iconique de ces longs métrages où tu as une boucle temporelle, parce qu'il le réussit parfaitement bien. Donc c'est-à-dire qu'on a le personnage de Bill Murray qui est un journaliste désabusé et cynique qui doit couvrir ce qu'on appelle le jour de la marmotte. Donc c'est une festivité locale aux États-Unis, mais il doit le faire tous les ans, il en a marre, et tu as justement ce personnage très détestable au début, et qui va se retrouver coincé à vivre la pire journée pour lui, c'est-à-dire qu'il doit couvrir en boucle cet événement qu'il déteste faire. Et le long de cette heure et demie, tu vas le voir justement évoluer, changer au fur et à mesure, et tu as quelque chose d'assez philosophique finalement. On a un peu l'impression de revoir ce qu'est le mythe de Sisyphe, c'est-à-dire une fois que une fois que Sisyphe a poussé sa boule en haut, elle retombe, il doit recommencer, et il doit apprendre à être heureux malgré cette souffrance, malgré en fait l'absurdité de l'événement. Et c'est ce que fait le personnage de Bill Murray, c'est-à-dire qu'on va le voir au fur et à mesure arrêter de vouloir sortir de cette boucle, et c'est quand même assez triste, parce qu'en fait tu le vois plusieurs fois tenter de se suicider dans le film, mais il y arrive jamais, puisqu'il revit en boucle la journée, c'est-à-dire qu'il se réveille toujours dans la même chambre d'hôtel. Et en fait, à partir de là, il va faire un truc qui est très purement américain, et qui est vraiment avec l'esprit des films un peu de Capra, que tu retrouves par exemple dans La Vie est belle. C'est en fait faire le bonheur et la charité autour de lui. C'est-à-dire qu'il va aider les gens dans la ville, et il va essayer de faire des choses, vu qu'il a un temps illimité, d'apprendre un maximum de choses. C'est-à-dire qu'il va apprendre la sculpture, il va apprendre le piano, puisqu'il a un temps illimité. Et finalement, tu retrouves une grande positivité, et tu retrouves une vraie évolution du personnage tout le long du film, puisque derrière, tu vas avoir toute une histoire d'amour. Et je trouve que le film réussit très bien à tenir sa boucle temporelle, parce qu'il maîtrise très bien le montage. C'est-à-dire qu'en fait, après les premières 20 minutes, tu revois vraiment en boucle les mêmes événements de manière très longue. Le film fait toujours les cuts au bon moment, c'est-à-dire que tu sais quel événement arrive à quel endroit. Donc en fait, le film a juste à cutter, et tu te orientes très très bien dans le film. Et notamment parce que la boucle temporelle est assez longue, c'est une journée. Et ce qui est par exemple l'inverse de Exit 8, dont on parlera après, qui lui a une boucle temporelle très très courte, et qui est un défaut, je trouve. Qui veut prendre la suite? Allez Bassem, fais-toi plaisir. Je vais parler d'un film qui est sorti très récemment, qui s'appelle Tardes de Soledad, ou Après-midi de solitude en français, qui est un film réalisé par Albert Serra, qui est un réalisateur espagnol. Je pense que tout le monde ici autour de cette table sait à quel point j'adore Gaspar Noé, à quel point j'adore Ridley Scott. Albert Serra aussi en fait partie, c'est une de mes fascinations, une de mes obsessions même. Et je trouve que c'est un cinéaste qui... Il y a très peu de cinéastes, je trouve, qui ont réussi à atteindre le palier du sublime, comme je l'appelle. Et lui, c'est un gars qui a réussi à le faire plusieurs fois, et qui est pour moi un des réalisateurs les plus importants du 21e siècle. Et son dernier film, donc Tardes de Soledad, relate l'histoire d'un toréador qui, en gros, fait des choses de toréador, donc du coup, qui combat des taureaux, etc., etc. Et le film est un film plutôt concept, parce que c'est un film qui... en gros, montre le 1v1 que fait le toréador avec le taureau. Enfin, c'est différents 1v1 qu'il fait au fur et à mesure du film. Donc c'est vraiment genre, il se prépare, il va affronter le taureau, il finit par le buter, il revient chez lui, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Moi, ce que j'aime beaucoup chez Albert Serra, c'est que genre, l'une de ses thématiques principales, c'est la vanité. C'est le fait que, enfin, le rapport que l'homme peut avoir avec la mort. Il l'a montré plusieurs fois dans Histoire de ma mort, dans Liberté, à travers l'angle du sexe et du libertinage à l'époque du XVIIIe siècle. Il l'a aussi montré dans La mort de Louis XIV, qui est pour moi son meilleur film et un des plus grands films de l'histoire du cinéma, où c'est l'histoire de Louis XIV qui agonise. Et il y a vraiment aussi un aspect mystique qu'il y a dans son cinéma que j'adore. Dans Pacifiction, dans son dernier film, il montre que, à travers le découpage et aussi situations un peu décalées, un peu étranges, j'ai réussi à créer du mystique, à créer quelque chose d'étrange et aussi de beau. Et je divague un peu trop du sujet parce que j'ai toujours pas parlé du film. Donc ce qui est intéressant dans Tardes de Soledad, donc je reviens sur le sujet principal, c'est qu'il y a le principe du loop dont tu as parlé Julien dans Un jour sans fin. Et là c'est du coup le fait de voir à chaque fois le toréador combattre un taureau. Et du coup voir ses mimiques, voir comment il fait, voir ses méthodes, etc., voir les réactions du taureau et tout et tout. Et les scènes sont spectaculaires de fou. Genre vraiment c'est des scènes ultra spectaculaires. Et c'est des situations qui sont réelles, c'est-à-dire que genre quand on voit le toréador se faire piétiner par le taureau,
c'est réel. Quand on le voit se faire plaquer par le taureau sur le mur, c'est réel. Donc du coup, il y a vraiment cet aspect, donc c'est spectaculaire à travers les mises en scène. En plus, c'est vraiment simple, c'est juste genre, on est du point de vue du spectateur dans l'arène et on voit juste le mec combattre le taureau, enfin genre tourner autour du taureau et lui planter des épées. Mais c'est tellement bien fait que ça en devient sublime en fait. C'est un spectacle qui est fou. C'est intéressant, c'est-à-dire que dans le film, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup. C'est pas beaucoup de gros plans ou. Non, en fait, vraiment, c'est vraiment genre plan-pied. Et c'est vraiment juste genre le mec qui pose sa caméra, il suit le toréador. Et après, juste c'est un découpage simple, tu vois. C'est vraiment un découpage, un montage super simple. Mais ça marche de fou. Parce qu'il a réussi à trouver les bonnes séquences. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est vraiment la répétition, le principe de la répétition, le principe de l'acte de la répétition. Du 1v1 entre le toréador et le taureau, parce que du coup, comme j'ai dit, Albert Serra, son thème principal, c'est la vanité. Et là, du coup, c'est vraiment le fait, au-delà du toréador qui affronte un taureau, c'est vraiment le toréador qui affronte littéralement une figure, la figure de sa mort à lui, puisque un toréador peut se faire buter par un taureau. Mais du coup, le concept en tant que tel, c'est simplement genre, il bat un taureau, et tout de suite après, tu repasses à un autre affrontement, il n'y a pas de temps en dehors. Ah si, il y a des temps en dehors. En fait, en gros, ce qui se passe, c'est que le concept, c'est juste du coup suivre le toréador. Donc du coup, tu vois le toréador se préparer, tu le vois dans sa voiture, tu le vois affronter le taureau, tu le vois rentrer chez lui, tu le vois se préparer, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de Mais suite. est-ce que c'est vraiment un film à concept du coup ? D'une certaine manière, oui, parce qu'en fait, en gros, le problème, c'est qu'Albert Serra, c'est aussi le défaut du film, c'est que il est très bien, il est très spectaculaire, mais en fait, Albert Serra, ce qui l'intéresse, c'est vraiment juste l'image du toréador. Donc du coup, il n'y a rien de plus, en fait. C'est juste le toréador qui affronte un taureau. Donc le concept, c'est la vision épurée du métier. Exactement, voilà. C'est juste la vision épurée du métier. En plus, on ne sait même pas c'est quoi son avis par rapport à ça. Il n'a aucun avis sur est-ce que c'est bien cette culture du toréador ou pas. S'il n'y a pas d'avis, c'est qu'un film avec une forme visuelle en soi. Exactement, en fait, ça. c'est un film qui a une forme visuelle et en fait, c'est un film qui a juste un concept, juste le concept juste de voir l'image du toréador vu par Albert Serra. Et c'est d'ailleurs aussi son principal défaut, c'est que genre en fait, on ne sait pas pourquoi le mec il a ce rapport-là par rapport à son métier. C'est quoi son rapport ? C'est quoi est-ce qu'il a un vécu par rapport à ça ? Même l'histoire, qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu toréador ? Il n'y a aucun questionnement par rapport à ça et c'est le principal défaut du film, c'est que genre en fait, on s'arrête juste à l'image du toréador vu par Albert Serra. C'est tout. Ok. Donc le film se focus vraiment que sur ça, t'as pas vraiment d'autres personnages secondaires ou Non, tertiaires qui tout. interviennent, non c'est vraiment Enfin, pur. Il y a deux, trois personnages tertiaires qui arrivent, enfin, c'est vraiment genre les gens de son entourage, Ouais. mais juste on les entend genre parler, genre après l'affrontement, avant l'affrontement, et voilà, t'as des couilles, genre vraiment plus ils disent vraiment ça, ouais, t'as des grosses couilles, t'as des couilles énormes, vas-y, continue mon gars, vas-y. Grones. Genre, tout le monde le suce, mais vraiment, genre tout le monde le pompe à un point genre inimaginable, genre vraiment le toréador il est encensé par tout le monde, et d'ailleurs, anecdote très drôle, c'est que le toréador a vu le film, il a détesté. Il a détesté le film parce qu'il était en mode je vous ai montré une part intime de moi et et toi tu as fait de la merde avec mon film. Alors parce que le film juste s'intéresse à l'image de ce mec, pas à pourquoi il a voulu faire ça et à son rapport par rapport à ça. Il donne pas d'explication quant à sa profession. Du tout, c'est juste genre l'image du toréador. C'est juste ça qui intéresse Albert Serra. Et En fait, voilà. toute la mythologie du toréador et de la corrida, le Exactement. mysticisme qui en ressort, et c'est tout. Exactement. Et bon, genre, moi qui étais fan moi je suis toujours fan d'Albert Serra, mais c'est vrai que quand j'ai vu le film, j'étais en mode c'est dommage, t'aurais pu aller plus loin, mec. Surtout qu'en plus qu'il a la capacité de le faire. Donc voilà. Donc du coup ça va faire une belle cassure, parce que moi je vais vous parler d'un film dont on aurait pu parler lors de notre émission Croisant Cinéma et Jeux Vidéo, Hardcore Henry, d'Ilya Naishuller, qui se présente comme le premier film intégralement tourné à la première personne, comme si nous, spectateurs, étions le héros de l'histoire, Henry, un homme amnésique qui se réveille dans un laboratoire et découvre qu'il est devenu un homme amélioré qui est traqué. Donc le réalisateur Ilya Naishuller, c'était un ancien musicien du groupe Biting Elbows qui avait déjà fait des clips en POV. Mais là, il passe à la vitesse supérieure avec un film complet, avec des scènes de combat à main nue, avec des armes, des courses-poursuites, bref, une intensité folle qui se dégage de ce film, encore plus que dans les clips qui étaient déjà bien chargés en action. Ce concept de tourner le film uniquement à la première personne, cela se passe donc via l'image, bien évidemment. Ça nous permet de vivre des expériences hors du commun, car les scènes de combat sont d'une certaine violence, tout en étant fluides, et c'est des choses que on n'a pas l'habitude de voir en tant que spectateur, notamment de ce point de vue-là, en fait. Nous, on a plus l'habitude d'avoir un point de vue extérieur à ces actions-là, parce que dans certains autres films, tu peux voir des scènes d'action, certes, ultra sanguinolentes, mais d'un point de vue externe. Là, tu incarnes ça. C'est comme si t'es à fond dans le film, tu pourrais croire que c'est toi qui butes la personne. C'est à ce point-là. C'est certes l'image, mais le son, il joue aussi pour beaucoup, car nous percevons
comme si, nous, devant le film, nous percevons les sons comme si c'était des sons du quotidien en fait, que ce soit les bruits de pas, les respirations, et même du coup, ça sature énormément quand quand il y a des coups de feu, etc. Parce que c'est comme si vraiment c'est nous qui tirions, qui appuyions sur la gâchette. Donc du coup, je n'ai pas jamais tiré à l'arme, mais je pense que ça défonce les oreilles. C'est intéressant parce que du coup, des défauts des parasitements sonores sont vus comme un moyen justement d'être encore plus dans le film, quoi. C'est ça, ça permet de l'immersion, c'est ça. C'est utiliser le son, mais je crois que le terme c'est l'auricularisation. C'est une bah, auricularisation en fait du personnage principal qu'on voit pas en fait. Moi, je me dis, ce film en VR, ça doit être fun. Ça s'est déjà fait des expériences de films en VR ou... Bon, bien sûr, oui. des courts-métrages, des Oui, mais vraiment documentaires. de films, genre de Junior classiques, 30. c'est ça que je veux dire, de classiques au cinéma qui auraient été passés en VR. Je crois pas. Non, ce serait trop difficile à conceptualiser, je pense. Et alors je disais que j'aurais pu en parler dans l'épisode jeux vidéo car vu son dispositif slash concept, on a des grosses réminiscences d'un Doom ou d'un Call of Duty avec ces avalanches d'ennemis qui semblent ne jamais s'arrêter. Donc un film qui donnerait parfois l'impression d'une cinématique, bon, certes tournée en 24 images par seconde, mais qui s'intégrerait pleinement dans des jeux type shoot 'em up. C'est en cela que le scénario est simple, et c'est un des défauts du film, puisque c'était nécessaire d'avoir une histoire simple afin que le spectateur puisse se concentrer sur l'expérience et pas sur attends, il se passe quoi dans le film, quels sont les intérêts des personnages, etc. Non, l'histoire elle est simple, t'es un personnage traqué, c'est tout. T'essayes de fuir, t'essayes de trouver le mec qui te traque et puis voilà. Alors, maintenant j'en prends conscience, c'est un inconvénient qu'on trouve dans ton film, qu'on trouve dans le film de Bassem, qu'on va trouver aussi dans mon film, le fait que il faut rendre le scénario le plus... Simple possible pour que le concept prenne toute la place. Voilà. Et donc, bien sûr, je vais évoquer certains défauts quand même, parce que l'esthétique du film peut décontenancer si on n'est pas habitué, parce que si on n'aime pas les shaky cam où l'image ou l'action est potentiellement parfois dure à analyser, surtout sur un long métrage, c'est pas un film que je recommanderais. Parce que c'est un film où ça explose tout le temps, ça bouge tout le temps, enfin vraiment, ça peut être très gerbatoire pour certaines personnes, je pense. Mais pour ceux que ça tente de se sentir comme un héros d'action, ça peut valoir le coup si vous êtes prêt à outrepasser le fait que vous n'ayez pas une manette en main pour contrôler ce qui se passe à l'écran, parce que comme je dis, ça fait très jeu vidéo et donc du coup t'as un peu l'impression d'être passif alors que dans le jeu vidéo t'es actif. En plus, c'est ce que j'allais dire, ce que je me suis dit, si du coup le film est filmé à la première personne, normalement c'est pas genre contre-productif, genre on ressent peut-être moins l'action parce qu'il y a cette distance qui se crée parce qu'on voit pas le personnage principal. Alors je pense que c'est vraiment un film de salle, tu vois, même si je l'ai pas vu dans ces conditions là. Je pense que c'est vraiment un film de salle parce que là le son est encore amplifié, l'image elle prend l'écran prend toute ta vision en fait. Donc là je pense que t'es pleinement investi dedans, alors que quand moi et c'est comme ça que je l'ai vu chez moi sur mon écran d'ordi, je suis pas sûr que l'expérience soit la même. Je suis d'accord avec Bassem sur le fait qu'on a l'impression que dès qu'on fait un film à la première personne, on va encore plus incarner le personnage et le comprendre, alors que c'est l'inverse. Ouais. Vu qu'on le voit pas, on le caractérise pas du tout. Ça crée une distance. Et du coup, ça crée vraiment une distance. On pense qu'à la première personne, ça te rapproche, mais en fait, pas du tout. En fait, Ça t'éloigne encore plus, Je suis finalement. d'accord. que ce soit genre dans la vraie vie ou dans un film, enfin dans un jeu vidéo plutôt, tu décides en fait toi-même où t'observes et genre ton geste panoramique avec tes yeux. Et en fait, dans un film POV, le geste est forcé et du coup t'as l'impression d'être secoué quoi qu'il arrive. Ça, on c'est te vrai. propose une expérience, Ouais. une expérience immersive, Ouais, en c'est même vrai. temps, t'es passif, quoi. Ça, là où jeu vidéo, c'est toi qui contrôle le personnage, donc Ouais, du coup il y a oui, cette immersion. Il y a ce côté actif, Oui. avec la manette ou avec le clavier, alors que là c'est vrai que t'es passif, on t'impose comme tu disais des mouvements et c'est ça vu que t'es assis, tu fais rien. Ça peut décontenancer aussi, je peux comprendre que ça peut... C'est contradictoire d'avoir un film C'est qui ça, te contradictoire. donne l'impression Ouais. que tout bouge dans tous les sens, que tu vas toujours être occupé à regarder quelque chose et être investi, alors qu'en fait, non, c'est l'inverse. Ça c'est un film, ça se trouve en 4DX ça aurait super bien fonctionné, sauf qu'à l'époque la technologie était pas sortie. Et depuis tout à l'heure, on en parle aussi, mais c'est le dispositif dans lequel tu regardes le film qui peut-être rend le film concept. Est-ce qu'Avatar 2, Quoi Avatar 1, Avatar 2, le fait d'être tourné en 3D comme elle peut être Love, le fait d'avoir créé des caméras qui vont sous l'eau exprès, nanana, la technologie comment ça a été poussée, est-ce que ça devient un film concept avec un scénario quand même très banal? J'ai peur que tu dises des Non mais critiques. tu vois, est-ce qu'en soi, juste voir un film selon le dispositif dans En vrai, lequel tu d'une le certaine regardes, manière, Avatar, ça oblie d'une certaine manière à ça, puisque Avatar est vendu surtout sur sa prouesse technique. Oui. Prouesse technique, visuelle, plus que sur son scénario ou son univers. sur lequel à chaque fois on crache et qui énerve Owen. Et ça tombe bien parce que moi mon film concept c'est pas Avatar.
Attends, peut-être que Jérémy n'a pas fini. Non, je disais, enfin moi j'avais juste une petite conclusion, mais ça rejoint un peu le débat qu'on avait au tout début. C'est juste que je me demandais si le principe même du film à concept, est-ce que c'était pas de poser une première pierre à un édifice que d'autres œuvres viendront compléter par la suite. Mais oui, bah comme on le disait, Ça rejoint ce qu'on disait au début, quoi. Un peu. Ça peut être quelque chose d'hyper anodin, d'original plutôt, et que justement des gens vont regarder cette œuvre et proposer d'autres œuvres qui ressemblent à ça et créer un genre à part entière ou créer. C'est ça. Bah pour le coup, moi, le vrai film dont je vais parler, je pense que personne ne s'en inspirera parce qu'en fait, c'est un concept déjà proposé par un scénariste américain, mais qui a été refusé aux États-Unis et du coup, il a été obligé d'aller tourner à Madrid parce que c'est Buried de Rodrigo Cortés, ou communément appelé le film avec Ryan Reynolds dans un cercueil. C'est marrant que tu parles de ce film alors que t'es. Oui, j'ai pensé pareil. C'est rigolo. Moi, je croyais que t'allais dire Megalopolis pour le film. Non. Non, mais oui, c'est marrant parce que forcément, le seul film qui se passe dans un cercueil, il faut que ce soit le gars qui porte des cercueils qui en parle, quoi. Mais donc finalement, ça, pour le coup, c'est un film qui se résume vraiment à son concept, c'est un mec dans un cercueil. Et à partir de ça, donc déjà, il y a une unité de lieu et de temps très 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 restreinte parce que le gars a pas beaucoup d'oxygène et le gars ne sort pas du cercueil du film. Et justement, c'est comment en fait tu vas construire tout un imaginaire autour de ce simple concept, parce qu'en fait, au fur et à mesure, donc Ryan Reynolds se rend compte qu'il a un téléphone portable dans son cercueil. Il se rend compte aussi au fur et à mesure qu'il y a une lampe torche, il a un briquet. D'ailleurs, ça c'est des trucs un peu rigolos parce que c'est une manière pour le réalisateur, le fait d'avoir 3 sources de lumière différentes, un briquet, une lampe torche et une barre fluorescente, de faire varier un petit peu la lumière et de rendre le film un peu plus appréciable visuellement. Je sais pas si t'en parleras plus tard dans le film, mais en vrai, le côté un peu collecte d'objets, ça fait très jeu vidéo aussi, tu vois. Il y a un peu de ça. Où justement, on est dans un lieu tellement restreint, on se fait chier, qu'il ajoute des trucs qu'on pourrait avoir dans le jeu vidéo, c'est-à-dire de trouver des objets et qui vont permettre d'avancer. Ce qui est complètement con d'ailleurs, parce que le gars, il prend 40 minutes avant de se rendre compte qu'il a une barre fluorescente dans son cercueil. Mais bon, passons. Le film n'est pas parfait, hein, mais il est sympa. Et en fait, le seul lien à l'extérieur que tu as dans le film, donc, c'est ce téléphone portable qui, à un seul moment, va te sortir du cercueil. C'est le moment où il reçoit une vidéo d'un otage. Parce qu'en vérité, le personnage de Ryan Reynolds, c'est un camionneur qui s'est fait attaquer, qui était en Irak, qui se fait attaquer, qui se fait enterrer en tant qu'otage. Et justement, son assaillant, là au téléphone, lui dit 5 millions ou tu meurs. Du coup, il appelle le FBI, il appelle tout le monde, nanani nananer. Et justement, je trouve que le film, ne serait-ce juste qu'avec des dialogues et cette unité de lieu, il arrive à se rebondir suffisamment bien pour qu'en fait, le film se tient 1h30. J'avais demandé, c'est pas un peu redondant niveau mise en scène parce que. Justement, c'est pour ça qu'il y a un briquet, c'est pour ça qu'il y a une lampe torche, c'est pour ça qu'il y a ça. Pour la lumière. Oui, c'est au niveau de la lumière, ça change, mais au niveau des variations de plans et tout, t'as pas toujours les mêmes plans qui reviennent. Non, justement, c'est. Je me rappelle d'un plan hyper beau, c'était un plan d'ensemble où c'est vraiment que du noir autour et le petit cercueil au milieu. Bah voilà, ça. Il y a ces moments, par exemple, des fois où effectivement la caméra sort un petit peu du cercueil, c'est-à-dire qu'en fait, t'as le cadre du cercueil dans une immensité noire. Et sinon, oui, forcément, c'est beaucoup de plans rapprochés. Le personnage est tout le temps allongé tout du long. Mais non, ça se tient, c'est bien esthétiquement parlant. Et la fin prend aux tripes. Ah oui. Elle est super badante, mais elle prend aux tripes. Et derrière ça, il y a tout un discours sur la gestion des USA, enfin la gestion des otages aux USA post-11 septembre, qui est 100% manichéen, mais qui se tient. Donc c'est bien Buried. C'est pas exceptionnel, mais je trouve que c'est un concept. Tu vois, moi je trouve pour l'avoir vu, ça m'a vraiment tenu en haleine, tu vois. Et jusqu'à la fin, mais oui, effectivement, à la fin, t'es détruit. Hein. Ok. Bon, on a fait. Il faut qu'on avance un petit peu, les amis. On a fait le tour de nos 5 films, et il y a un dernier film, le film pour tous les réunir. C'est le film unique qui fait qu'on est là pour en parler, justement. C'est le seul film de l'actualité de cet épisode, c'est Exit 8 de Genka Kawamura. Tout le monde l'a vu ici ? Ouais. Non. Ah merde ! J'ai dit que j'avais pas le temps de le voir. Ah ouais. Ah non. Bon, le principe de Exit 8, c'est donc, en vrai, c'est P.T., comme tu m'avais dit, de Hideo Kojima, mais tout le monde ne connaît pas P.T. de Hideo Kojima. C'est juste un mec, il est dans une bouche de métro, et qui fait 2 virages, en soi. Ouais, 2 virages. 2 virages, et en fait, au bout du 2e virage, il repop au tout début de la bouche de métro. Et en fait, il y a différents éléments dans ces couloirs qui font que il y a des anomalies de temps en temps. Si il voit quelque chose qui n'est pas normal, il doit faire marche arrière. Si tout est normal, il avance. S'il arrive à faire 8 fois d'affilée cet exercice, il s'en sort
Enfin, c'est ce qui est dit. C'est ce qui est dit. C'est ce qui est dit. Et quand tu disais que ça ressemblait à Pity, effectivement, moi j'ai direct pensé à ça parce que moi ça m'a énormément marqué cette démo de Silent Hill, d'un jeu qu'on ne verra jamais. Je pleure tous les jours. L'anecdote, je crois Pour que ça. ça a été fait par Guillermo del Toro aussi. Je crois qu'il y avait Guillermo del Toro et Hideo Kojima. C'était les deux. En fait, c'est Hideo Kojima Death Stranding, c'est bien ça je dis. Oui. Ouais, Voilà. ça. Donc en fait, Hideo Kojima voulait faire le Silent Hill, il a sorti cette démo, sauf qu'on connaît tous Hideo Kojima, il fait des trucs un peu chelous. Le studio a eu peur, a annulé le projet, et en fait, Hideo Kojima s'est tourné vers Death Stranding pour mettre un peu des petites pierres qu'il avait prévues dans Silent Hill. Alors, en fait. En fait, il s'est fait virer de Konami surtout. Il s'est surtout fait virer. C'est un peu pour ça en fait. J'imagine bien Quentin en train d'écouter le podcast en mode les gars, c'est pas ça, putain, c'est pas ça. Peut-être que j'ai dit une bêtise, mais bon bref. Exit 8 du coup, moi je trouve que le concept il est intéressant parce que tu commences le film en POV pendant 5 minutes et au bout de 5 minutes le film fait Oh non, en fait. flemme. Mais tu vois, je comprends pas ce POV, peut-être que vous l'avez compris, vous. Moi, c'est vrai que j'ai Non. pas compris pourquoi le film commence en POV. Et puis, peut-être pour rappeler un peu le fait que du coup, Exit 8 est vraiment un jeu vidéo. Pity, ça aurait dû être en POV du coup ou pas? C'était en C'était en POV. Enfin, Ah, c'est c'est- la première enfin, oui, personne, ouais. enfin, En oui. fait, Pity, c'est toute une démo, donc un personnage dans une maison qui fait une loupe, effectivement, avec de plus en plus d'éléments horrifiques qui reviennent. C'est pas juste par rapport à ça. Et par contre, à la toute fin, quand tu termines la démo, tu as par contre une cinématique où tu vois le personnage, tu es plus à la première personne, et c'est Norman Reedus. Donc je pense que le jeu aurait alterné entre première personne et troisième personne. Donc peut-être que Exit 8 a essayé de faire la même. Je pense que le POV du début d'Exit 8, ça permet de trancher entre ces deux timelines en fait. Le quotidien, qui est vu du coup à travers les yeux directement de l'acteur, donc dans un geste répétitif, et après, quand tu passes sur la phase d'anomalie, parce qu'on sait pas vraiment ce que c'est, on dirait, ça fait beaucoup penser au Backroom d'ailleurs. Bah, Mais du coup, là, on a besoin justement de voir le décor, de voir tout, et ça te permet de montrer que son quotidien est interrompu. Voilà. Mais en fait, c'est un truc qui aurait fait un très bon court au moyen métrage, mais ça ne se tient absolument pas sur 1h30. Toi, je sens que t'as pas du tout aimé. C'est vrai que j'ai pas aimé, c'est qu'en fait, je trouve que c'est super intéressant, mais une fois que tu as compris le concept, qui, comme je sais pas si on l'a évoqué, ça vient d'un jeu vidéo. Je pense qu'en jeu vidéo, c'est beaucoup plus fun à faire. Parce que tu participes, c'est toi-même qui cherches les anomalies. Mais en fait, quand au bout d'un moment, il a fait 3 fois le même virage, que ça fait 30 minutes que tu es au même endroit, tu as compris le principe. Et là, je parlais moi d'un jour sans fin, mais c'est qu'un jour sans fin, vu que tu es sur une journée entière et sur une ville, tu as beaucoup de possibilités de variation. Là, tu as 2 couloirs, une même temporalité. Enfin, c'est même pas une journée en fait, t'es sur le même 20 couloir. minutes. Ouais, c'est. Non, ouais. Oui, parce qu'en gros, à chaque fois qu'il va passer dans le couloir et checker les anomalies, c'est quoi? Ça prend 10 minutes à peu près à l'écran. Ouais. Du coup, au bout d'un moment, c'est très répétitif et tu sens qu'il y a des séquences qui sont absolument pas nécessaires. Par exemple, on commence le premier chapitre avec notre personnage principal du début du métro et en fait, il rencontre un homme qui fait partie de ces anomalies-là, qui traverse toujours la voie de métro avec lui. Et ensuite, on va valser sur cet homme-là, sur le point de vue de cet homme, pour nous expliquer pourquoi il est là. Mais en fait, ça n'apporte absolument rien au film et même sur les variations que ça pourrait apporter en termes d'anomalies, ça en apporte pas non plus. Moi, j'étais déçu parce que je pensais que le film, du coup, à partir du moment où on suivait vraiment le personnage dans les couloirs, on voyait que c'était des plans qui étaient longs, presque des plans séquences, qui donnaient l'impression qu'on coupait jamais la caméra. Et en fait, par moment, le film, il tombe dans ce truc un peu du cinéma grand public, c'est qu'en fait, il va se mettre à cutter, il va se mettre à arrêter les plans longs, il va aussi, donc tu disais, il va chapitrer en fait son film pour qu'on s'ennuie pas, finalement. Et du coup, moi, je m'attendais vraiment à un film qui tient sur la longueur et qui essaie de trouver un moyen de te mettre à fond dedans, quoi. Tout en gardant le délire de plan séquence, de personnages uniques, mais il utilise tous les codes d'un cinéma grand public. Et si justement, en fait, la gaffe du film, c'est de vouloir développer ces personnages. Parce qu'on disait avec Hardcore Henry, avec d'autres films, que le concept est le cœur du film, et donc il laisse de côté tout le reste, c'est-à-dire développer ces personnages. Alors que Exit 8, ça veut parler de la paternité, Exact. ça veut parler de l'incapacité à accepter qu'on va être père. Ça, c'est redondant. Ça m'a fait chier. C'est un peu grossier en fait, parce que Voilà. tu sens que le film veut te faire un message, mais tu as l'impression que le film te donne un concept, mais il veut absolument te dire non, mais en fait, tout ce que je te montre là, c'est une symbolique pour représenter la peur du personnage à s'engager dans l'avenir, à être père. Et on n'a pas besoin. En fait, soit tu fais un film concept où tu te bases que sur où le concept, où tout ton film, tous les procédés cinématographiques sont au service du concept et ça donne tous les défauts qu'on a pu relever avant, que t'es quand même vite limité. Soit tu arrives à ce que le concept soit au service de ton film, comme Un jour sans fin et d'autres types de films. Je pourrais dire Edge of Tomorrow, mais même beaucoup de films qui utilisent le plan séquence. Je pense par exemple à The Chef, que j'avais apprécié. Voilà, mais sinon là en fait il est entre deux chaises, c'est-à-dire qu'il arrive ni à développer son concept, mais en voulant développer des personnages, il ralentit, il amenuise son concept lui-même. Et Sam. En vrai, moi je vais pas vous mentir, j'ai pas grand chose à dire sur le film. Je trouve que
comme l'a dit Julien, c'est un film qui aurait pu se résumer en 30 minutes. Même pas, c'est pas tellement... Et je pense que ça aurait été bien, franchement, tu vois un truc de Bien sûr. 30 minutes comme ça. Si tu en plus tu connais pas le jeu vidéo, tu dis c'est assez original, mais voilà, je pense pas que tu avais besoin de faire une Est-ce heure. que ça a beaucoup pris au jeu vidéo, du coup, toi qui as joué au jeu? Alors, je l'ai fini en 30 minutes. Donc voilà, donc... Voilà, tu vois déjà. Donc, et après, ouais, le jeu, il a vraiment l'amusement, un amusement assez éphémère. Genre, tu finis le jeu, ça y est. Après, dans le jeu, ils te disent, ouais, vas-y, si tu veux, tu peux retrouver toutes les anomalies. Il y en a 20 encore à trouver. T'as la flemme. T'as fini le jeu, c'est fini pour toi. Et surtout qu'en fait, le concept qui pourrait être ludique, c'est-à-dire chercher les anomalies, elles sont pas très intéressantes parce qu'il y a 3 types d'anomalies dans le film. Il y a soit. 3-2, en fait, c'est soit il y a une anomalie qui est vraiment visible, mais vraiment un personnage qui déraille, un personnage qui se met à parler, ou une sorte d'entité, ou n'importe quel événement, genre du sang qui coule, des murs, tout ça. Donc c'est logique, tu te retournes forcément. Parce qu'en gros, à chaque fois, le concept, c'est qu'il doit prendre le chemin inverse et faire demi-tour. Soit c'est des petites anomalies que tu ne vois absolument pas, et il passe, c'est une poignée de porte qui a changé d'1 millimètre. Du coup, tu ne le vois pas, et il arrive et c'est je recommence à zéro. Donc en fait, soit tu as des anomalies que tu vois pas, soit tu as des anomalies super visibles. Donc en termes de suspense, c'est vrai que c'est pas ouf. C'est pas ouf. Mais c'est vrai que c'est un film, on dirait vraiment un film d'un gars qui vient à peine de sortir d'une école de cinéma et qui a un concept, il se dit je vais faire 1h30. Après, dessus. je trouve que, tu vois, en termes de mise en scène, j'ai vu des films bien plus ennuyeux. Il fait quand même un travail de jeu, notamment sur le regard. Je pense à ce panneau, au panneau Exit 8, le fait que quand il retourne sa caméra, tu vois qu'il y a quelque chose qui a changé sur l'arrière du panneau. Il a des petits jeux intéressants, mais ça tient pas 1h30. Mais c'est vrai que je suis d'accord que peut-être l'aspect un peu intéressant dans le truc, c'est... Enfin, intéressant, c'est un grand mot. L'aspect un peu cool du truc, c'est que c'est vrai qu'il y a ce truc où, en fait, l'aspect ludique, tu le retrouves un peu dans le film aussi, parce que tu t'amuses toi aussi à trouver cette différence, à voir ce qui a changé et tout et tout. Mais au début un peu, après... Après, ça te casse les couilles, après, bien sûr. Mais après, il y a ce principe des plans très longs aussi, parce que les plans durent entre 5 et 10 minutes en général. En fait, chaque session est en soi, parfois, enfin, pas tout le temps, mais en soi, l'occasion de faire un plan séquence où le personnage va tourner autour, justement, des indices. Mais effectivement, il n'y a pas de... Même en matière d'anomalie, tu vois, genre, à 2 reprises, par exemple, il va utiliser la technique du gars qui sourit et qui se tient derrière le personnage principal. À 2 reprises, il était là en mode, mais fait... Puis t'as un moment, vraiment une scène très horrifique... dans le noir. Ouais, dans le noir, où tu te dis, bon, j'ai vraiment l'impression qu'il a juste piqué des trucs un peu d'internet ou des petits jeux vidéo, où justement, tout le délire des backrooms, mais un peu en caricaturant, quoi, tu vois. Tu te dis, bon, ok. Alors qu'en plus, dans le jeu, je crois il y a 30 anomalies, je crois, plus comme ça. Donc du coup, il avait le choix pour choisir ces anomalies, tu vois. Écoute. Mais c'est vrai que le côté message social, tout le côté de la paternité que le père n'arrive pas à accepter, en fait, c'est tellement redondant et du coup, à la fin, tu te dis, super, quoi. C'est vraiment ça qui m'a un peu sorti du film. Typiquement, le fait qu'il y ait une scène qui se passe en extérieur. Voilà, exactement. C'est, sur là, la plage, ouais. Là, t'es à un stade où le film, genre, pendant 1h20, c'est un film huis clos. Oui. Et à un moment, il est là en mode... Alors, le plan de la mer, il est magnifique. Hein. Ah oui, oui. Mais... Il est absolument magnifique, mais bon, le film, il souffle vraiment en mode genre... Ça commence à me gonfler, Tu là. vois, c'est comme si Buried, tu regardes le film, t'es à fond, et puis Ryan Reynolds dit je pense à ma femme, à mes enfants. Et tu vois une scène dans l'appartement, tu vois. Ça marcherait pas, en fait. Après, il y a eu un peu ça, ça m'a un peu fait penser à 127 heures. Là, ce que vous êtes en train de dire, il y a des moments où, genre, je crois qu'il y a des flashbacks où il repense à sa famille et tout, et ça passe crème. Dans 127 heures, ces flashbacks, ils sont très discrets, ils apparaissent quelques secondes, ou c'est vraiment... Ils sont le fruit d'hallucinations, c'est plus tu ça. vois, et donc en soi, ça c'est intéressant. Ouais, donc ça s'intègre mieux quand même. Oui, c'est vrai, Ça c'est vrai, s'intègre un c'est peu vrai. mieux dans le délire d'hallucination, c'est peut-être vu au présent, et pas comme un truc où il se rappelle du passé. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais... Je vous propose de conclure peut-être prochainement sur Exit 8, les gars, parce qu'on a encore pas mal de choses à... Ouais, bien sûr. à Ouais, non, mais en résumé, c'est un film qui sait pas où se tenir entre le film concept et le film très narratif, abusif sur un message un peu trop redondant. Moi, je trouve ça ludique quand même. Oui, le côté voilà. un peu ludique, c'est vrai. Comme t'as dit, Bassem, c'est qu'on s'amuse un peu à regarder les petits indices par-ci par-là, mais... À regarder ça sur Canal+ le soir, je trouve ça un peu rigolo. C'est vrai que ça me restera pas à la fin de l'année, c'est tout. Je suis d'accord. Eh ben très bien, messieurs. Eh ben écoute, on va faire 2 rattrapages, donc.
Plus rapide si possible, les gars. Oh oui, bah, de toute façon, j'ai pas grand chose à dire sur moi non plus, ouais. Coast Stealing. Et bah, les prix au piège de Darren Aronofsky. Vas-y, commence. Ah, je suis content, il a arrêté de faire des symboliques à outrance, donc voilà. Bah, c'est vrai que j'ai pas vu tous ces films, mais je crois que c'est l'un des seuls qui a pas la patte auteur, en fait, auteuriale qu'a pu avoir Aronofsky dans tous ses films. Ouais, c'est juste là, j'ai l'impression qu'il s'est libéré, il a dit vas-y, j'ai envie de faire juste un film cool. Enfin, Je crois que le seul truc qui est lié à lui, c'est qu'il tourne, ça se passe où, à New York? Ouais, Non. ça se passe à New York. C'est à New York, dans une époque et un quartier où lui-même a vécu quand il était jeune. C'est un peu le truc un peu biographique, mais c'est tout. À part ça, en fait, c'est juste un film popcorn, C'est ça. très marrant, qui se tient, avec un personnage qui lui arrive que des crasses qui se répètent inlassablement. Bah, on a un peu de la peine pour Austin Butler dans le film. C'est des acteurs qui sont parfaits. Moi, j'adore, comment il s'appelle? Matt Smith. Ouais, voilà, Matt Smith, Zoe Kravitz. C'est bien violent, C'est drôle. Je trouve que je me suis bien marré quelques fois quand même. Enfin, non, c'est Darren Aronofsky qui se fait plaisir. Je sais pas ce qui lui est passé par la tête, mais ça fait plaisir. C'est marrant parce qu'un temps, Aronofsky, il fallait attendre 5-6 ans pour un film, et là, The Whale, c'était il y a 3 ans, Mother, c'était 2000. Ouais, c'est peut-être, même pour lui-même, ça se trouve, c'était un film, il s'est dit, vas-y, je m'écarte un peu de tout ce que je fais habituellement. Ça, je faudrait fais voir, ça peut-être que c'est rapidos. une commande ou je sais pas du tout, parce que c'est vrai qu'il y a non vraiment ça. J'ai pas vu des récurrences un peu de Ouais, son cinéma dans la mise en scène ou. J'avoue que j'ai pas regardé les interviews pour savoir quel était son attrait pour ce projet-là, mais C'est vraiment. Scénario original ou. je crois que c'est adapté d'un truc. Non, il me semble que c'est adapté. Ah bah oui, il me c'est semble vrai que c'est que adapté d'un roman, je crois. Ouais. Il a juste pris un roman qu'il a adoré, il l'a adapté, il s'amusait. Et puis, Ok. c'est très drôle, très très cool à suivre. Le générique est assez marrant. Voilà, vraiment. Non, c'est vrai, le générique est très drôle. C'est génial parce que vous passez 3 minutes à dire ouais, le film, il est sympa, ouais, faut pas grand chose à dire. Mais le générique, par contre. Bah, c'est vrai que ça m'a plus marqué le générique. Et le chat, il est trop beau. Oui, Ah, j'ai vu. Ok, vous m'avez accroché. Chat, Il y a, générique. il y a c'est- vraiment un truc en 2025, j'ai l'impression que tous les films utilisent le chat comme c'est les sauveteurs de la dépression de l'humanité. Parce que Sorry Baby c'est ça, Coke Stealing c'est ça. Voilà, c'est l'année du chat 2025. Ok. Et est-ce qu'il y a un chat dans Escape from the 21st Century de Yang Lee Oui, il y en a un. Mais non. Il y en a un. Non, sérieux. Ouais, non, je veux dire, c'est vrai. Il y en a un. En plus, c'est un chat noir. Ah. Et non, mais vous êtes raciste ou quoi là? Pourquoi vous. Les Ça porte problèmes, chance, les les chats problèmes. noirs. Non, ça bref. Carrément. Sinon, oui, Escape from the 21st Century est un film. Alors, je sais pas s'il est chinois ou hongkongais. Chinois. Chinois, ok. C'est un film de Yang Lee. Donc, ça relate l'histoire de 3 protagonistes qui, lorsqu'ils éternuent, passent de 1999 à eux 20 ans après. Mais c'est un film concept du coup. Oui, mais. Oh my god, c'est vrai, parce qu'on aurait vraiment pu le mettre dans les films concept, j'aurais pu vraiment en parler. Et ce qui est cool, c'est que le film, il est trop bien en fait. C'est une bouffée d'air frais pur. J'ai entendu que du bien. C'est un film, je vous jure, quand j'étais sorti de la salle, j'étais en mode putain, mais genre, c'est jubilatoire. Genre, en fait, c'est un film qui a une idée visuelle à la seconde. Mais vraiment à la seconde. Tu sais pas vraiment quelle idée visuelle il y aura après. Et vraiment, genre, c'est un film qui tente plein de trucs. Il y a des scènes, il y a beaucoup de scènes de combat dans le film. Il y a des scènes vraiment où il mélange des scènes des dessins type BD ou manga. Avec des prises de vue réelles. Il y a des scènes, par exemple, il y a une scène qui m'a vraiment choc barre. C'était une scène où, en gros, les 3 personnages se bourrent la gueule et genre tout ce qu'ils ressentent est littéralement imagé. Il y a un mec, par exemple, qui dit putain, j'ai l'impression qu'il y a une perceuse qui rentre dans mon crâne. Il y a vraiment une image de lui qui est dessinée où genre il y a une perceuse qui rentre dans son crâne. Puis après, il se transforme en somnifère. Il y a son pote qui le boit. Enfin, vraiment, c'est totalement, c'est innovant de fou. Il y a plein d'idées et tout. Et c'est un film qui est très nerveux dans sa mise en scène, qui est très nerveux dans son montage, qui m'a beaucoup d'ailleurs fait penser à Time and Tide de Tsuyark. Je l'ai vu il y a pas longtemps. Qui est C'est bien. et du coup, je pense que si t'as kiffé Time and Tide, tu vas vraiment kiffer ce film-là. Et c'est un film qui est aussi qui est très cartoonesque entre guillemets, mais qui est très premier degré, donc qui fait un peu aussi beaucoup penser aussi au film de Stephen Chow. Stephen Chow, ça. Attends, il a fait quoi déjà, Steven Chow? Crazy Kung Fu. Ah, ouais. Et Ok. et c'est lui aussi qui a fait Shaolin Soccer. Bah, je crois bien. Hein. Ouais. Mais vraiment, il y a un côté très cartoonesque, mais très premier degré. Et le film dure 1h30, mais t'as vraiment l'impression que le film dure 2 heures. Mais c'est pas un défaut quand je dis ça, parce que genre le film passe tellement. Enfin, le film est tellement nerveux dans son montage que voilà, une séquence dure 3 secondes. Genre un plan dure 3 secondes. Et t'enchaînes 40 millions de plans de 3 secondes pendant 1h30. Et voilà, donc c'est un film
incroyable. C'est une bouffée d'air frais. C'est peut-être un des films les plus innovants de la décennie actuellement. Et voilà, donc si vous voulez voir un film vraiment sans prise de tête et vraiment très bien fait, très bien, enfin qui est formel, purement formel, bah, n'hésitez pas à voir ce film. C'est marrant parce que du coup on a parlé de plein de films concept même dans les rattrapages, à part Jérémy et moi, d'un réal qui fait que des films concept. C'est vrai. C'est vrai non? Parce que Requiem for a Dream, j'ai pensé à ça quand tu parlais de plein de plans qui s'enchaînent, c'était en soi un film concept. Moi en soi j'ai fait un rattrapage aussi, mais je peux le dire en une phrase. dit. J'ai vu en première ligne et un film suisse où vous suivez une aide-soignante qui, il y a un manque de personnel dans l'hôpital et elle passe une nuit à galérer, à aider tout le monde. Et elle est jouée par Léonie Bénèche qui avait déjà joué dans la salle des profs. Et incroyable, mais c'est du Léonie Bénèche en fait. Et C'est- dans Babylon Berlin aussi. Voilà, La exact. série. Et du coup, j'ai vraiment retrouvé cette actrice comme dans la salle des profs, une personne stressée qui est en proie à plein de mésaventures. Et c'est très bien. C'est beaucoup de plans longs aussi pour vraiment signifier que elle se retrouve seule à vraiment juste enchaîner les différentes tâches et que c'est impossible. Et donc, je vous le conseille, c'est vraiment bien. Voilà. Ok. Je pense qu'on a tous su à un moment que c'était le même créateur que la salle des profs. On a vu la même actrice, le même type d'affiche. C'est pas le même réel, non? C'est pas le même réel. Je hein. sais bien en plus. Ok. Bon, je peux faire mon jeu ou pas, les gars? Ça va Parce que moi j'ai Non. peur niveau timing, mais non, ça va. Non, c'est pas ça. Parce que en plus le jeu il est trop bien, les gars. Parce que ça arrive des fois qu'il y ait des réalisateurs ou qu'il y ait des acteurs qui participent à un film, ils font le film, ils en sortent, ils se disent ah, c'est nul, ouf. Et bah ça va être le jeu. Ça va être le jeu de. Alors c'est du vrai ou faux. C'est-à-dire que je vais vous faire des anecdotes, des citations des fois d'acteurs, de réalisateurs, d'actrices aussi. Voilà, qui ont fait un film, qui en sont sortis, qui ont dit à la presse clairement, y allez pas. Timothée Chalamet. Non. Interstellar. Alors le premier. Pour ça, il avait un somme, ça. Donc c'est tout bête, hein, c'est du vrai ou faux. Le premier, c'est Sueur froide de Alfred Hitchcock. La personne qui critique, c'est James Stewart contre sa performance à lui et celle de Kim Novak. Alors, James Stewart était insatisfait de sa performance dans Vertigo et aurait déclaré « Je sais que Kim et moi sommes de bons acteurs, mais entre nous, je ne sentais aucune alchimie et je pense que ça s'est ressenti à l'image. Ce jeu du chat et de la souris m'a fatigué, et voir Vertigo, c'est voir deux acteurs qui ne semblent pas jouer dans le même film. C'est terrible. » C'est marrant parce qu'on dirait que t'as quand même pris une mauvaise critique du film et que t'as fait passer ces mots Pour celui de James James Stewart. Donc Ouais, c'est c'est faux. faux, c'est tellement faux. Ouais, c'est faux. Vas-y, je fais le dissident, je dis vrai, vas-y. Et toi? Ah, c'est j'ai dit c'est faux. C'est faux, c'est faux. Oh, vous êtes trop forts, les gars. Oh merde, oui. Non, zut, en fait, vous allez reconnaître mon style. On va Ah, voir. c'est toi qui avais écrit la critique? Non, moi Ah. je le pense pas. Je trouve que Vertigo c'est génial. Non, j'ai juste imaginé James Stewart en train Ouais, de mais cracher. c'est en fait le Vertigo, ça se base tellement sur ce duo d'acteurs que j'arrive pas à imaginer James Stewart sûr que c'était pas bien. Écoutez, Ça aurait pu. Hein. Ça aurait pu, Bon. mais j'aurais été très étonné. Star Wars 2. Nathalie Portman qui critique son interprétation. Parce que Nathalie Portman considère que la saga Star Wars est le plus gros échec de sa carrière. Elle a déclaré « J'ai le sentiment de n'avoir pas réussi à bien jouer dans les blockbusters. Star Wars, c'est mon plus grand échec. Plein d'acteurs arrivent à faire des choses fantastiques dans ce type de film. Moi, je cherche. C'est faux parce que son plus gros échec, c'est Thor 4. Hein, donc, c'est- Alors, Après, à cette époque-là, elle avait enchaîné plein de blockbusters. Est-ce que peut-être qu'elle s'est mis une espèce de pression et qu'elle voulait être... Moi, c'est vrai que j'ai un peu oublié Padmé dans... mais plus sérieusement, je pense que c'est vrai, pense ça. Ah ouais? Oui, parce que là, la manière dont c'est dit, c'est surtout elle qui dit qu'elle a pas réussi et qu'elle est pas adaptée à ça, tu vois. Enfin, la manière dont c'est dit me paraît plus personnelle, donc je dirais vrai. Moi, je dirais vrai. Hein. c'est vrai parce que je connais l'information. Oh, vous êtes trop fort. Ok. Bon. Vous allez pas me battre à ce jeu, les gars. Je vais gagner. Ok. Le parrain. Al Pacino critique Marlon Brando. Le courant n'est pas passé du tout entre Pacino et Brando, si bien qu'il a fallu les séparer et que le nombre de scènes entre deux a été réduit. C'est faux, carrément, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Justement, il était très gêné de jouer avec Marlon Brando. Il se sentait. Non, toi, tu confonds avec, Avec Jack Nicholson. Avec Jack Nicholson. là. Ah, mais je pense. Non, il l'a. non. Pacino n'aurait pas supporté les remarques mesquines de Brando, qui était alors une légende contre un jeune et inexpérimenté acteur, là au bon endroit, au bon moment. Ah, je pense qu'il a quand même reçu. Al Pacino s'est un peu fait défoncer par. Je reste sur le faux. moi. Moi, je pense que c'est faux. Je pense que je sais que de réputation Marlon Brando, c'était quelqu'un qui Très pouvait dur. casser les couilles pendant Ouais, le tournage. ouais. Carrément, il avait fait chier Coppola pour Apocalypse Now. Mais je pense que c'est faux. Tu peux redire, excuse-moi, tu peux reprendre juste le début, tout début. Le courant n'est pas passé du tout entre Pacino et Brando, si bien qu'il a fallu les séparer et que le nombre de scènes entre deux a été réduite. C'est vrai. Moi, je pense en plus, genre, carrément, ça veut dire qu'ils se sont battus pendant le tournage. Moi, je pense pas, que hein. Al Pacino, c'est vraiment. Lui, il était prêt à coopérer, mais il s'est fait maltraiter par Brando et il a très mal vécu le tournage. Donc c'est vrai. Je pense pas. Tu te trompes, Fred. Voilà. Tu te trompes.
Je t'ai eu. Star Wars 5. George Lucas critique le film. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, George Lucas considéra l'Empire contre-attaque comme étant le pire film Star Wars. Mais attends, Alors là, il y en non, avait non, deux. mais oui, c'est ça. Attends, Alors là, c'est le comble. Non, je pense pas. s'il a vraiment dit ça, il est débile. Excuse-moi, hein, George, hein, mais Bah non, il aime bien ça. moi je pense que c'est faux. Ah oui, c'est- Ouais, faux, mais ça Je suis pas pourrait fan être de vrai. Star Wars. C'est considéré, le 5 est considéré comme. Après, c'est meilleur. pas lui qui l'a C'est comme le réalisé. C'est meilleur. pas lui qui l'avait réalisé. Ouais, C'est pour ça le justement. boulard bah du voilà. gars s'il dit ça quoi. Attends, il a dit vraiment je. C'est le pire. Mais au moment de sa sortie, du coup. Oui. Au moment Ah où ouais, c'est mais sorti, son où il y en avait bébé, que quoi. deux. C'est son bébé, donc c'est bizarre de. Et en même temps. Alors, je vais dire faux, mais ça pourrait être vrai, mais je vais dire faux. Il a touché au scénar du 5, je sais plus. Je crois Ah qu'il oui, touche il au a scénar écrit- du il a- cinq, il a écrit. Il a il a écrit pas les réalisé. trois. Ah oui, trois, bah, c'est donc, faux, c'est faux. Ah Donc oui, c'est non, faux. C'est sûr que c'est faux. C'est vrai. C'est vrai. Ah, donc Mais- quoi mais C'est non. vrai. Non, George Lucas, il a vraiment dit c'est nul. Ah bah, il est con, lui. Hein. Ah, je le dis, de toute façon, genre Lucas, il a. Et le Il 6 a- est réalisé par George Lucas. Non, Non, c'est Richard Marquand. Ouais. Voilà. Un Français. Hmm. Mais oui. Et d'ailleurs, anecdote, ça devait être Ridley Scott qui devait réaliser Star Wars 6. Mais ils ont Il y proposé avait à David Lynch Lynch. aussi. Aussi, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais Lucas a tout écrit par contre. Hein. Indiana Jones 2, critiqué par Steven Spielberg, qui n'aime pas le côté violent du film. Parce que lors du tournage, Spielberg ne se rendait pas compte que le film était très violent. Selon lui, la seule chose positive qu'il en retenait, c'est le fait d'avoir pu rencontrer Kate Capshaw, qui est devenue sa femme. C'est pas si violent que ça, le 2. C'était Alors- la scène de sacrifice. Sache que pour ton information, c'est ce film-là avec, je sais plus, je crois. PG-13. Ouais, Ah, quel avec autre un film autre film, Gremlins, je crois, qui ont fait créer la classification PG-13 aux États-Unis. Ah. Oh, le regard de Fred, genre, ah, eh ouais. Attends, on est en train de parler du mec qui a fait la liste de Schindler et est en train de me sortir qu'Indiana Jones 2 c'est violent. Ah, c'est pas la même époque. Ouais, Après, c'est pas les mêmes enjeux non plus. Voilà. ouais, c'est vrai, mais. Le mec, il a fait les dents de la mer avant. Hein. Ouais, non, c'est faux, je suis désolé, mais c'est pas faux. logique. Je suis Julien. Je dis c'est- vrai. Je dis vrai. Faux. C'était vrai, les gars. Ouais. Putain, Ah, Spielberg, il s'attendait pas à ce que les gens disent, mais Indiana Jones, c'est vachement violent. Il a En fait, il rematé a le juste film. retourné sa veste, quoi. Il était content, puis tout le monde lui a dit que c'était violent. Ouais, fait- il a rematé le film et il s'est dit, ah ouais, c'est chaud. Je en sais pas, vrai. j'ai pas de souvenir que pour les avoir vus quand j'étais jeune, j'ai pas le souvenir qu'il soit si violent que ça, le 2. Après, c'est pas le même par public, rapport au c'est peut-être- 1. c'est peut-être destiné plus aux enfants. Excuse-moi, la fin du 1, le visage du mec qui fond. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que je suis. Bon, je suis dubitatif. Batman et Robin. Georges C'est Clooney. vrai. Tout le monde a regretté. Les journalistes disaient à l'époque de Batman et Robin que j'étais le pire acteur de l'histoire. Ils avaient raison. Bah, il a eu du mal, lui, à s'insérer dans le cinéma. On a eu tout un cours dessus, rappelle-toi. Sur Ouais. George Clooney, qu'en gros, il existait en série et son but était de rentrer dans le cinéma. Et c'était très dur, donc je dirais vrai. Ouais, vrai. Bah, il Vrai. tournait en parallèle urgence dans mon souvenir en Batman et Robin. Je sais plus, mais je sais qu'en tout cas, dans le cinéma, il avait vraiment eu du mal à rentrer, tu vois. Ça m'est. Ouais. En vrai, je pense que c'est le cas parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs de séries qui font que des séries. Bah, qui c'est leur font but des films mineurs. de faire du cinéma, mais la plupart ne réussissent pas, Ouais. tu vois. Non, mais Moi, je pense que c'est vrai. Moi, je pense Ça, que. c'est vrai. hein. Je pense que c'est vrai, c'est tellement. C'est 100% vrai. Non, mais tout le monde s'est excusé. Hein. Schumacher, il a dit, je suis désolé. Voilà, tu vois. The Dark Knight Rises. Hmm. Qui critique Dark Knight Rises? Marion Cotillard. Guillaume Canet. Ah bah oui, du coup. Guillaume Canet n'a pas aimé que les gens se moquent de la mort de Marion Cotillard, qui était à l'époque sa femme, et disait à qui voulait l'entendre que Nolan ne sait pas diriger ses acteurs. Oh, je pense qu'il a dû dire ça. Il a dû Son taper un chose, bon gros. Ça, en sens. vrai, ça sent C'est le vrai. piège tellement c'est vraisemblable, mais j'ai quand même dire vrai. Moi, je dirais faux. Moi, je dirais vrai. 100% vrai. Il a aucune honte, le mec, franchement. Canet, T'as fait de lui. T'as fait de lui, putain. Canet, il avait mauvaise, hein. Critique pas la femme de Canet, hein. Son ex-femme. Son ex-femme maintenant. Ouais. oui. Ils sont plus ensemble Ouais. Depuis quand Depuis, je sais pas, 2 mois, 3 Ils mois. restent bons amis. 2-3 ans. Alors, Pulp Fiction. Bruce Willis critique Quentin Tarantino. Oui, c'est vrai. Le courant n'est pas du tout passé entre Willis et Tarantino. Willis trouvant que Tarantino parlait beaucoup trop et qu'il lui aurait bien foutu un coup de boule. Alors ça, je sais pas si je lui ferai un coup de boule, mais il a jamais voulu retourner avec Tarantino C'est après, sûr. donc pour moi, c'est vrai. Bon, allez, on va dire. Allez, vrai. ouais, je Allez, pense parce on que. suit tous Julien. Non, c'est faux, j'ai créé ça. Ah merde. Putain. Bon, par contre, c'est vraiment pas passé. Pour le coup, le courant est vraiment pas passé parce Ok. qu'il a jamais voulu retourner ensemble. Pour le coup de Ça boule, veut rien Non, dire mais après, hein. non Des fois, quand j'invente des histoires, peut-être qu'il y a un semblant de... Mais par tape contre, un il y peu dans le a vrai. un acteur avec lequel Tarantino veut absolument tourner, il a toujours pas réussi à le faire, c'est Stallone. Hein. Blade Runner. Qui critique Blade Runner? Ridley Ouais. Scott. Ok. Ah, j'allais dire Harrison Ford. Ouais, C'est pareil. toi l'expert. Bassem. Ridley Scott aurait déclaré qu'il ne comprenait pas l'engouement autour de Blade Runner et qu'il le considérait comme un de ses films mineurs. Je cite: la plupart des gens viennent me dire « Ouah, j'ai adoré Alien, Thelma et Louise et surtout Blade Runner. La vérité, c'est que je suis assez fier d'Alien, mais j'ai toujours été assez déçu de Blade Runner. Je crois surtout que ça vient des studios. Je n'ai jamais eu l'impression que c'était mon film. »
Bah oui, ça, j'allais dire, ça dépend de quand il l'a dit. Est-ce qu'il l'a dit avant d'avoir son final cut ou pas, tu vois? Parce qu'il s'est battu pour son final cut quand même. Hein. Alors moi je pense que je suis pas d'accord parce que je sais que Scott il a toujours été en mode vous comprendrez plus tard, que ce soit pour Blade Runner, pour Cartel, pour ses films aussi, Prometheus, etc. Pour Gladiator 2. Qui est un chef-d'œuvre, je le répète, c'est un chef-d'œuvre. Gladiator 2, ça arrivera pas en 2060. Et je sais que il a en plus carrément quand il a fait une interview pour Letterboxd, il l'avait mis dans son top 4 Letterboxd. Ah, je pense que c'est faux. Moi je pense que c'est vrai. Je pense que c'est faux, pardon. Je pense que c'est faux parce que je pense que Ridley Scott a une très haute estime de lui-même. Vrai. T'es tombé dans mon piège, Fred. Ah non. Je t'ai fait un clin d'œil quand tout le monde a dit faux. Et tu t'es dit, oh, il me donne la réponse. Putain. Ah, il m'en reste 2. Alors, Freddy, les Griffes de la Nuit, version 2010. Ah oui. Qui Ouais, critique oui. le film? Rooney Mara. Rooney Mara aurait senti dès la fin de son casting que ça sentait pas bon, mais elle a quand même été prise et aurait dit, merde, je vais jouer dans ça, moi? Je pense que c'est vrai. Mais attends, en parallèle, je crois qu'elle fait The Girl with the Dragon Tattoo de Fincher. Donc peut-être elle se dit putain, le seum, je vais taffer avec Fincher, mais en parallèle, je fais ça quoi. Bah moi je me rappelle du film, je crois que c'était pas non plus un ratage. Moi, je l'aime bien, mais tout le Ouais, monde il dit est que c'est cool. nul. Ah ok, moi je me rappelle, j'avais un bon souvenir aussi. Tu Bah vois, oui. donc, Ouais, le développement sur Freddy est pas inintéressant. Hein. Non, moi, c'est un film, je dois peut-être le regarder tous les 4-5 ans, histoire d'être sûr de mon avis. À chaque fois, je regarde, je fais, bah non, ça va. C'est cool. Mais Ouais, du coup, je Je Rooney dirais Mara, faux, ça me paraît trop gros Ouais, comme faut- anecdote. Moi, je pense je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai aussi. C'est vrai. c'est vrai. Yes. J'ai changé. Hein, Et c'est la dernière. Bon, là, c'est un film bien ancien. Autant en emporte le vent. Qui critique ce film? C'est David Selznick lui-même, non? Non. Clark c'est pas- Gable. Ah bah. Parce que Clark Gable trouvait que son rôle était pour les femmelettes et aurait menacé de quitter le plateau quand il devait faire semblant de pleurer. Oh, je C'est pense bien que lui. oui. Je pense Oh, que- je je pense pense que que le oui. J'imagine tellement plus- il est comme ça. Je crois que j'en ai entendu parler en plus cette histoire-là, donc je pense qu'il y a moyen que ce soit vrai. Si c'est faux, mec. Je connais vraiment pas toutes les histoires autour dans Autant porte le vent, donc je vais suivre, je vais dire vrai, mais Vous êtes tous bons, les gars. C'est vrai. Oui, c'était vrai. Putain, c'est chaud. Clark Gable, c'était chaud. Et il a pleuré du coup? Je me souviens pas de lui Si, pleurer si, dans le si, film. bah, il y a une scène où Ah oui, ouais, à la il y a une- fin, là. Ouais. C'est... Quand il y a leur fille qui... Ouais, je crois bien. Bah voilà. Et moi, j'ai adoré faire ce jeu, les gars. Ça vous a plu? Oui. Oui. Ben, sachez qu'il y a énormément d'anecdotes comme ça, donc je pourrais en faire plein d'autres. Plein d'éditions. C'est pas comme les refus d'acteurs, tu vois, où j'ai un petit peu fait le tour, ou les castings for Okamonox. Là, pour le coup, c'est un peu une mine d'or. Je pourrais en faire un peu plus souvent. On va finir avec le Joker. Alors, j'avais galéré à trouver le Joker, et j'ai 2 trucs, mais genre, ils sont similaires, et vous allez en choisir un. Ok. C'est toujours autour des films concept. En fait, soit le premier, c'est une question, c'est quel est le film concept que vous souhaitez voir au cinéma qui n'a pas encore été fait, ou sinon, un petit jeu, genre, venez, on crée un film concept. Bah, c'est la même chose. C'est la même Ça chose, revient au même, sauf qu'il y en a non, un mais fait la en commun. deuxième, ouais, C'est voilà, un peu on plus fait ludique. c'est plus ludique en commun. Ouais. C'est plus drôle. Ok. Bah, Alors, on commence avec un truc, après on fait d'autres trucs en dessous. Bah, les gars ont parlé du fait que Edict 8 ça ressemblait beaucoup au Backroom, l'esthétique Backroom, et que quand tu. Bah, en plus, Owen, tu viens de terminer un bouquin qui est genre Oui, le papa des Backrooms. la maison Donc des je me feuilles. dis, si on devait faire un film concept sur les Backrooms, il y aurait tellement de choses à faire et tellement de trucs à pas trop faire, genre pas trop esthétiser justement, parce que pour moi les Backrooms c'est une esthétique très du vide et qui justement est très lent, qui est pas dynamique en fait. En fait, on va essayer de pré-shot le film de Ken Pixel en fait. Exactement. Genre, en plus, il n'y a pas je sais pas, A24 qui va faire un projet. Ah, si, c'est justement, ça, ouais, c'est lui, voilà, ouais. ouais. C'est Kane Pixel, le Ah gars ouais, qui a fait ouais. les courts-métrages sur YouTube qui sont incroyables. Exit 8, il a essayé et en fait c'est vautré parce qu'il est direct tombé dans des codes dont on parlait, message social. le truc, c'est que la backroom, t'en as des centaines. Exit 8, il n'y a qu'un seul lieu. Donc, si tu fais un truc sur les backrooms, bah, t'as plusieurs lieux à exploiter. Donc, mais ce qui peut être intéressant, c'est de te dire que chaque salle, chaque backroom pourrait avoir une mise en scène, une esthétique différente. Un peu comme dans le Spider-Man 2, c'est Into, ce Spider-Verse. La Cross de Spider-Verse, où chaque monde parallèle avait son type de dessin, son animation propre. Donc, si vous voulez faire un film concept, moi, ce serait en fait une manière de filmer, une esthétique différente à chaque salle. Moi, j'ai une petite idée donc, qui sort totalement de cette histoire d'espace lumineux. C'est de cantonner le film à un style de plan. C'est-à-dire, par exemple, ne faire un film que avec des inserts. Ou en gros, le cœur esthétique du film, c'est d'avoir que des inserts et de réussir à raconter un récit, que avec des gens qui vont prendre un couteau dans la main, que en filmant en gros plan un objet,
avec ce qu'il peut aller avoir autour. Ok, Et ça Ouais, s'appellerait Insère le film. Non, mais tu pourrais faire un truc comme ça, tu jouerais beaucoup sur la question du hors-champ et du son. Totalement. Mais en plus, c'est pas ce que t'as fait un peu, Julien. T'as fait un court-métrage par C'était comme des ça. amorces plutôt. Enfin, des Ou amorces, des ouais, c'est inserts. vrai, ouais. Ouais, on peut dire ça comme ça. Pour moi, je voyais plus ça comme des amorces, ton film. Mais ouais, ok, de ouf. Bah, j'essaie de réfléchir s'il n'y a pas déjà eu ça. Moi, j'avais vu un court-métrage, bon, ça existe déjà, mais je voulais en parler. C'était à l'étrange festival au Forum des Images, j'étais parti faire des courts-métrages, et t'avais un court-métrage qui était uniquement le reflet de ce que voyait un personnage avec son œil, et qui était paralysé, qui pouvait pas parler ni bouger. Et on voyait tout ce qui se passait à travers vraiment le blanc de son œil avec le reflet, en fait. Et c'était assez intéressant. Attends, donc le centre. En fait, Il est noir. on filme vraiment en macro un œil avec le blanc et la pupille. Et dans tout ça, bah, tu vois le reflet de ce que voit la personne. Et tu comprends qu'elle est paralysée, qu'elle peut pas bouger. Des personnes lui parlent, après ils s'en vont parce qu'il y a une coupure d'électricité. Tu vois une espèce de monstre qui rentre dans la pièce. Tu te souviens du titre de ce film? Je peux le retrouver, mais pas tout de suite. Mais oui, du coup, un concept que de film en gros plan, ou tu dis d'insert. Est-ce que ça existe déjà? Je pense pas, parce que vraiment ça me paraît assez complexe à mettre en place. Ça peut exister dans des courtes séquences de films drôles, par exemple. Moi, je pense peut-être un Scary Movie ou un film des âges, j'imagine bien. Ouais. Une séquence uniquement faite d'inserts pour en rigoler, je sais pas. Est-ce que vous avez pas des. Ouais, mais si vraiment tu veux que ton film, si on reprend le truc et qu'on fait le film concept vraiment que sur un film avec non, que mais des oui. inserts, Ah oui, non, mais là, oui. Non, là bien faut sûr. que le scénar, il soit, je sais pas justement, est-ce que le scénar il doit être le plus simpliste du monde? Mais c'est un peu que ce qu'on Je te dirais disait au que je te début. dirais que c'est l'inverse, parce qu'en fait, Ah ouais ta manière de filmer, elle est tellement minimaliste, elle est tellement, elle montre très peu. C'est-à-dire que tu dois jouer énormément sur ce que tu vas raconter dans le film. Parce que tu n'as pas énormément de possibilités. C'est-à-dire que si tu vas raconter une histoire, si tu montres qu'avec des inserts, par exemple, tu prends une cuisine, tu peux montrer qu'un couteau, une table et genre, je sais pas, juste le genou ou le visage d'un personnage. Il faut jouer beaucoup sur le hors-champ, le son. Donc, Ouais, tu as c'est intérêt à avoir sûr, un gros mais, scénario derrière pour que ça te dise quelque chose. Après, moi, si je peux prendre un titre de comparaison, après, forcément, il y a d'autres types de plans dans ce que je vais dire, mais genre Breaking Bad, et par extension Better Call Saul, si tu regardes de plus près, c'est des séries, et surtout Better Call Saul, qui reposent énormément sur les inserts. Et en fait, Better Call Saul, c'est limite, à travers les inserts, comment tu montres la méthode des actes. Et il y a un vrai travail justement sur comment en fait genre les inserts vont développer tous les aboutissements. Mais c'est quoi un insert pour vous aussi? Parce qu'on l'a même pas défini. Parce que- C'est un plan où genre le sujet du film c'est un objet. Ou en tout cas c'est un plan rapproché sur un sujet très précis. D'accord. Genre typiquement le plan final d'Inception c'est un insert. Ok. Et dans Breaking Bad par exemple des fois t'as un plan avec une caméra qui est accrochée à un caddie mais en bas. Et en gros le plan net l'objet net du plan c'est la roue du caddie qui est en train d'avancer. Mais en même temps, en arrière, tu vois le couloir de la supérette. C'est intéressant parce que je me rappelle qu'à l'époque, moi, on m'avait défini aussi le très gros plan, ou le plan détail, je crois, ou je sais plus c'est quoi le nom, et que là, pour le coup, à la différence d'un insert qui est un objet, ce serait donc un truc organique qui a vraiment une volonté même d'exister. Du coup, c'est dire que dans ton film, ce serait vraiment que des objets, mais qui sont pas touchés, en fait. Bah, si, par exemple, je prends en exemple un autre plan dans Breaking Bad qui est incroyable, qui est dans la saison 4, où en gros, t'as le personnage de Aaron Paul qui tient une pelle à l'épaule, et la caméra est accrochée au bout de la pelle. Oui, oui, oui. Et donc, tu le vois avancer, donc tu vois son point de vue du bout de la pelle, tu le vois avancer, Une sorte de snorkel. il prend la pelle et il la Mais là, tu vois, je creuse. trouve ça trop simple. Parce que pour moi, un cerf, ça doit vraiment se cantonner qu'à des objets. Pour le coup, peut-être j'ai une idée. C'est pas un film, c'est un épisode de série. Et en même temps, l'animation fait que ça devient plus ludique à regarder. Ce serait Gumball. T'as des épisodes spéciaux où en fait, c'est des objets qui vivent et qui c'est parlent, vrai. mais qui bougent pas. Mais qui Mm. sont animés par des yeux et une bouche, quoi. C'est rigolo. Ça peut être, c'est en soi des petits inserts d'objets, mais des objets qui sont animés. Donc, ça, c'est plus vraiment des inserts. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il y a une Ouais. différence entre insert et très gros plan. Où justement, dès que tu mets quelque chose qui bouge, c'est déjà plus cool à suivre. Alors Je que là, vois. si on fait qu'un film d'insert, genre juste d'insert d'objets. Ou sinon, suivre un objet. Enfin, Robert Zemeckis, il faisait ça très bien avec le Pôle Express, par exemple. Oui. Ou le film là, il y a pas une sorte de court métrage ou un film où on suit une balle qui est créée depuis tel pays qui est envoyée dans tel pays. C'est Une pub peut-être. Non. Ah non, c'est dans le début de l'heure de foire. Ouais. Ah, voilà, C'est exactement, merde. Ouais. Il y a du coup, le dernier film de Zemeckis, ouais, Hair, bah, du coup, ça c'est. un après, plan fixe. Ouais. C'est un plan fixe, ouais. Mais même s'il se passe plus. Enfin, est-ce que c'est vraiment un plan fixe? C'est que la caméra reste au même endroit, mais. Enfin, c'est ça le truc. Mais j'ai essayé de réfléchir à ça. Est-ce que un film uniquement sur un plan fixe, c'est-à-dire que le cadre ne bouge pas, est-ce que ça a déjà été fait? Je suis pas sûr. Ah, bonne question. Ah, bah oui, si. Ça s'appelle une pièce de théâtre. Ouais, c'est vrai. Ça fait une captation où il y a qu'une seule caméra.
Non, mais c'est vrai, mais un film purement fictionnel avec juste la caméra qui reste à un seul endroit et fixe. Bah, Franchement, c'est Sacred Challenge t'as le aussi. film de je sais pas combien d'heures, de plusieurs jours, de plusieurs semaines à regarder, où juste tu filmes tout ce qui se passe dans le conteneur et qui fait Ah son oui, voyage, voilà, quoi. mais je croyais que tu parlais de celui-là. Pas le moi. film d'un immeuble qui tombe ou Mhm. de 10 heures là, il y a pas ça aussi. Si, truc. Ouais, après, c'est dans les trucs très expérimentaux où t'as où t'as pas Andy Warhol qui a fait ça, qui a filmé l'Empire State Building pendant Il a 4 heures, je sais film- pas quoi. Il a aussi ou- filmé son quelqu'un. copain en train de dormir. Oui, voilà, c'est ça. enfin, Ouais, ou aussi quelqu'un en train de se faire sucer, il a également fait ça aussi. C'est vrai, c'est vraiment pas une vanne. en train de dormir. Moi, j'avais vu un film et c'était 24 plans, c'était 24 frames à base de Kiarostami. Et il filmait à chaque fois une fenêtre avec juste quelque chose qui se passait en fond. Alors, ça ressemblait un peu à des vidéos YouTube que tu peux mettre en mode ambiance pluie, tu vois. Et il avait fait ça et c'était genre 24 plans fixes, mais genre de 10 minutes chacun. Où juste tu regardais des fois des chevaux, des fois des voitures passer. Et c'était assez cool. Mais bon, du coup, il y en a 24, donc ça ne marche pas. Sinon, tu fais comme Linklater, tu filmes sur plusieurs années. Et là, Oui. ouais, on revient. Bah, c'est parce que un de ses prochains films, il y a Nouvelle Vague qui arrive, il y a Blue Moon, je crois. Je sais plus exactement, il y en a encore un autre qui arrive, c'est... 20 ans. Oui, c'est sur 20 ans le tournage. Ah ouais. Et moi, j'ai revu un film concept, mais encore. Qu'on ne pourra jamais voir, d'ailleurs, je pense que vous en avez entendu parler. Un film, c'est une espèce de. Avec John Malkovich, là. Exactement, le film Whisky. Ah oui, qui sortira en 2115 ou je sais pas Exactement. quoi. Tout a été fait, tout est réalisé, le film est prêt, mais on va attendre 2115, donc on ne verra jamais ce film. Ce qui est très bête en soi. C'est un peu bête Mais c'est non. de laisser maturer un film. Bah non, parce que tu vas regarder ce film-là en 2100 et ce sera des normes de 2010 et je sais pas, ce sera bizarre. Genre, Bah, de savoir Genre de calcul temporel. C'est mais- comme si nous, en fait, on matait un film des années 10, tu vois. Genre, c'est juste que bah, Oui, avant, il mais- était inaccessible. Ouais, mais entre les années, tu vois, entre ces années-là, il y a eu plein de gens qui l'ont vu et qui ont pu théoriser sur ce film et qui ont pu se documenter. Ah, tu vois, il y a toute une ouais. analyse et toute une histoire de ce film. Là où quand le film va sortir, personne ne l'aura vu, tu vois, et t'auras peut-être un background, t'auras pas de background pour voir le film. Mais ça se trouve aussi, genre en fait, juste le concept du film c'est de sortir en 2100, je sais pas quoi, mais ça se trouve, le film il est basique. On sait même pas de quoi il parle. Ça se trouve, ouais. Mais ça se trouve, en fait, c'est tout bonnement une pub en fait. Ça se trouve, c'est John Malkovich qui va regarder la caméra et fait Bonjour, vous êtes en 2115, mais nous avons tourné ce film il y a 100 ans. J'ai un accent super bizarre. Ce serait drôle qu'il essaie de faire un film qui puisse être dans les normes d'un cinéma des années 2100 et qu'il essaie de prévoir comment serait le cinéma plus tard. Je pense que ça va être très skip the toilet le cinéma en 2100. Je vais pas vous mentir. Franchement, je pense que les gens en 2100, ils vont voir ça et vont se dire C'est nul. Bah. Et on voit ça quand même un film des Frères Lumière. Mais déjà, moi je pense que genre le cinéma, d'ailleurs au plus j'aurais pu aussi en parler avec un autre film concept, Baby Invasion de Harmony Korine. Je trouve le cinéma n'existera plus en 2100. Ça se trouve, il y aura d'autres médiums vidéo Oui, qui auront surpassé. qui vont changer. Ouais, déjà que maintenant le cinéma c'est plus du tout l'endroit où les images règnent. Maintenant tu peux avoir ça sur ton téléphone, sur ton ordinateur et tout et tout. Il y a aussi d'autres médias, bah du coup Instagram, TikTok, YouTube. Bah maintenant. Maintenant, le film, il sera dans ta teuté. Oh, pas mal, pas mal. Mais tu vois, oui, c'est vrai que le cinéma, on a un peu la peur de cette disparition des salles, mais peut-être qu'en 2100, ce sera vrai. Faut pas dire ça. Ça, ça se trouve, tu le vivras pas c'est tout. Mais Non, mais en vrai, je pense que le cinéma, peut-être dans sa forme pure, dans le sens aller dans une salle et tout, n'existera plus, mais peut-être qu'elle s'adaptera aux nouvelles formes. Mais je pense que ça existera toujours. Waouh. C'est passé de genre, imaginez, on imagine un concept de film à genre, le cinéma est mort Ouais, bon, et c'est dans pas longtemps. bon courage pour trouver comment tu vas nommer cette partie là. Bah, le film concept, c'est ça qu'on doit imaginer, le Bien film sûr. concept du futur. Bon, en plus, je viens d'y penser, mais il y a un duo de cinéastes que j'adore, qui sont français, qui sont Caroline Poggi et Jonathan Vinal, qui ont souvent fait des films avec ce qu'on appelle c'est le concept du machinéma. Du coup, c'est mélanger des séquences de jeux vidéo avec des séquences de. oui. Enfin, genre faire des films dans des jeux vidéo. Et eux, bah, ils font souvent ça. Et leur dernier film, enfin, leur avant-dernier film, qui s'appelle La fille qui explose, bah, il a été fait en VR. Enfin, genre, tu peux le voir en VR. Moi, ça me fait penser au film que Fred il pouvait faire sur YouTube avec Minecraft. Avec Ouais, Freddy. j'explique aux auditeurs. Quand j'étais jeune, j'ai créé une chaîne YouTube avec des amis et on s'est amusé à faire des courts-métrages Minecraft. C'était très gênant. Mais c'est comme dans GTA V, tu as tout un dispositif qui te permet de faire des films. C'est ça. Et ça a encore été plus amélioré avec. sur mobile, alors. Bah oui, tu as. Grand Theft Tablette. Oui, tu as Grand Theft Hamlet par exemple, mais c'est ça, tu as une possibilité dans le jeu d'incarner n'importe quel personnage et de prendre des séquences filmées, et ça a été encore plus amélioré depuis ça a été modé sur le PC. Et tu as aussi le jeu vidéo The Movie qui permettait littéralement de gérer un studio hollywoodien, mais tu pouvais créer des mini courts-métrages. Non, tu avais plein de petites séquences toutes faites, mais en fait c'était à toi de les mettre ensemble et tu pouvais créer une histoire. Garry's Mod aussi. Garry's Mod qui est vraiment clairement un jeu pour modder d'autres jeux et pour filmer des trucs et
créer des trucs, ouais. C'est Et vrai. bah, peut-être que le cinéma sera dans le jeu vidéo à l'avenir. Donc ce sera notre De film toute façon, concept. il y est déjà. Ouais. Notre film concept, c'est un jeu vidéo cinéma. On lance à chaque fois une partie, c'est toujours un nouveau film. Avec et- des inserts Voilà, Voilà. En VR. qui sortira dans 100 ans. 200 ans. Ça fait beaucoup là. On s'arrête là-dessus sur le meilleur concept de l'histoire du cinéma. Si on peut faire un épisode concept, après on enregistre un film et on prévoit la sortie pour dans 100 ans. On Let's enregistre un épisode de DCP, on le Ouais. sort dans C'est 100 ça, ans. hein. Bah celui-là, là, on le sort pas. En fait, on le sort pas et on le sort dans 100 ans celui-là. En vrai. Ouais, non, je pense qu'on va le mettre à disposition. Ah, ok. Il est pas mal cet épisode quand même. Ouais, il est pas mal, pas mal. Pas mal. On le termine là-dessus. Allez, Allez. C'est il un faut- bon shot à boire d'un coup. Pas un whisky de 100 ans, tu vois. J'essaie de trouver d'autres métaphores. Putain, d'ailleurs, en parlant de shot, excuse-moi, quand t'as parlé de Batman et Robin, si vous voulez faire un jeu à boire, Ouais. à chaque fois qu'il y a un plan débulé dans Batman et Robin, un shot, à la moitié du film, vous êtes KO, hein, coma Je suis éthylique. grave chaud. Ouais. Alors moi je suis pas très chaud de le remater là. C'est ok. vrai quoi, C'est- on vient de un le petit peu. faire. Laisse-moi le temps un peu de digérer encore là. Ou un autre film de nul. Écoute, il y a Atoman en ce moment sur Prime Video. C'est vrai qu'il faut Ah qu'on oui. le regarde ce truc là. Ah oui, je vais trop le voir ce film. J'ai trop envie de le voir. À qui tu files le Joker, mon ami? Parce qu'en fait, ça fait 2 épisodes d'affilée, on oublie de le filer à quelqu'un et du coup, on trouve toujours quelqu'un en secours. Mais Ah, c'est pour ça, du coup, je l'ai eu. oui, là c'est full hasard, mec. Hein. Fou Lazare. Ah, en fait, j'ai envie de le donner en fonction de. Ce sera quoi l'épisode en question? Ce sera sur quoi? Bah, c'est vrai que là, j'ai un peu risque honte. d'être sur le Paul Thomas Anderson le J'ai un peu prochain. honte parce que c'est vrai qu'on Ouais. on n'a pas du tout parlé de Sirat. C'est vrai. C'est Qui vrai. est quand Peut-être même en la grosse rattrapage sur la sortie. prochaine. Peut-être en Ouais. rattrapage sur la prochaine. Tu l'as vu déjà? Non, je voulais aller le voir hier, mais je me suis trompé de film. T'as vu quel film? En fait, Bah, en laissez ça première dans les- ligne du coup. En gros, je suis allé à UGC Mayo. Et en fait, à UGC Mayo, les portes sont collées des deux salles. Genre, moi, j'allais à la salle 3. Je rentre dans le sas et je prends la porte de droite et pas la porte de gauche. Je me dis, bah, c'est pas grave, c'est la même porte pour la même salle. Et tout, je rentre dans la Le salle. 0 sur 20. Déjà, il restait 5 minutes de, il restait 5 minutes de pub. Et là, je vois qu'il y en a 20. Je fais, oh, trop bizarre. Le film commence et je vois un gros plan en mode Snorricam sur un poulet, sur un chariot. Je fais, c'est pas Sirat. Je sors de la salle, je vois que c'est Fils 2. Je fais, oh non. Il Oh était non, bien non, d'ailleurs, non. moi, le film au moins. Oh non, j'ai eu la flemme. Fils 2. Il était bien? Non, mais je suis pas allé le voir. Ah, t'as. Je suis sorti et du coup, je suis allé dans une autre salle voir en première ligne. Ok. J'ai pas vu Sirat. Donc du coup, ouais, on parlera sans doute de, Une bataille après l'autre. hein. ouais, de Oui. Paul Thomas Anderson et de Sirat. Il faudrait, je sais pas, un concept, un truc sur Paul Thomas Anderson, je sais pas. Je pense que je vais donner à Owen. Parce que la dernière fois, j'avais donné à Julien, je me suis dit, peut-être, je vais redonner à lui. Mais je me suis dit, en vrai, je vais donner à Owen cette fois-ci. Moi, ça me fait plaisir. Je t'aime bien Paul Thomas Anderson. Ah, j'adore. Voilà. Qu'est-ce que j'avais dit? Après, les Jokers sont pas forcément en rapport avec Non, pas forcément. le thème de forcément. l'émission. hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Je pense qu'il va être l'heure de conclure. Oui. On a déjà bien bifurqué. Julien a un sommeil. J'ai faim. J'ai faim aussi. Et on a aussi des shorts à aller enregistrer. C'est vrai. Et on va manger un kebab. Les amis, on va vous dire au revoir. On va aller se manger un kebab. On vous souhaite, écoutez, une bonne soirée. Vous pouvez toujours nous retrouver sur Instagram, sur TikTok. On est disponible sur toutes les applications de streaming et sur YouTube. Mangez bien. Salut. Bon app. Salut. Salut. Au Salut, revoir. salut.